Le thème ce soir, comment passer de salarié à rentier. Donc je vais juste le mettre dans le... Parce que j'ai vu qu'il s'est pas mis dans le titre du live. Donc on va tranquillement commencer. Comment passer de salarié à rentier. Voilà, je m'excuse, hein, j'ai un petit problème technique. Voilà, ça c'est fait. Bon, comment vous allez les amis? Ça fait trop plaisir de vous voir. On est déjà à l'épisode numéro 11, les amis, de 90 minutes sans filtre. Épisode numéro 11. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est déjà la 11e fois qu'on se réunit avec à chaque fois un invité de dingue. Salut Fred, bonsoir à tous. Donc je trouve ça complètement dingue. Donc voilà, déjà le 11e. Salut bon. Et surtout, bonsoir Mathieu. Et bonsoir. C'était pas bon timing. Comment tu vas Mathieu? Ça va, si, c'est toujours le bon timing. On a l'habitude maintenant, ça y est, on est rodé. C'est ça. Maintenant, on a le feeling, ça y est, c'est parti. Incroyable, regarde qui est là. Il y a Fred, il y a Lémia Delma, Comme d'hab, Bankimo, il y a déjà tous les fidèles qui sont là. Merci c'est les amis d'être incroyable. si fidèles à cette émission. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, tous les lundis à 21h30, on se réunit avec un invité exclusif. Ce soir, le thème, il est écrit juste là, de salarié à rentier immobilier. On va nous expliquer comment passer de salarié à rentier immobilier. Pour nous expliquer tout ça, c'est l'Alouette Gaëtan qui va nous rejoindre ce soir. Euh, Est-ce que l'Alouette Gaëtan est déjà dans les parages? Oui. Voilà, je vais pouvoir tranquillement le faire monter. Bonsoir aux 160 personnes qui sont déjà présentes. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur 90 minutes sans filtre. Ce soir, le thème, encore une fois, je le répète, comment passer de salarié à rentier immobilier. On a un invité exclusif pour nous parler de tout ça. J'ai nommé l'Alouette Gaëtan. Avant de lui donner la parole, quelques règles du jeu assez simples. Si vous avez des questions à poser, les amis, vous avez la zone commentaire juste là. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, si vous voulez savoir comment gagner le cadeau ici, on va faire un tirage au sort à la fin du live parmi les meilleurs spectateurs. Gaëtan, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Alors moi je vous entends, je vous vois, je ne sais pas si vous séparez de votre côté. Ouais, il manque plus que tu décores le fond de ton écran. Ouais, mais Euh, ça je suis pas encore agile avec ça. Je sais pas ah, si. alors on va t'aider. En bas, il y a un bouton améliorer en bas de ton Alors, écran. Excusez-nous les euh, amis. Normalement, il y a un bouton améliorer en bas de ton écran. moi je vois un bouton s'abonner, commentaire, micro, invité, rose cadeau. Ah, Mathieu, c'est toi qui as les mêmes boutons que lui. Faut pas Je suis en perdre. train de regarder. Attends, alors. Tac, non, c'est pas cadeau, c'est pas rose. Bah si, il y a une rose qui est partie, c'est pas grave. Euh, alors attends, non, je crois que c'est sur... Ah oui, il faut que tu cliques sur ta photo. Faut que tu cliques là où il y a ta tête, à Ouais, toi. Et après, en bas, t'as effet. ok, ok. Et là, tu as fond vert. Tu as un carré comme ça, vert avec une flèche vers le bas. Ok, hop. Voilà. Normalement Et là, ça il va te devrait se demander de choisir faire. ta photo. Clac, Et je après, crois que Bonsoir à je suis tous dans les le. amis. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Les panneaux solaires, c'est fini. Euh, oui, Alors, en tout cas, c'est pas ce soir. Et il y a la rediff sur YouTube pour ceux qui veulent voir l'épisode des panneaux solaires. alors je sais pas si ça marche parce que j'ai sélectionné la photo, mais moi ça paraît en vert. Non, il faut que tu le refasses, Gaëtan. il faut que tu sélectionnes et que t'enregistres. Ouais. Ouais, Il y a c'est ce marqué que j'ai enregistrer fait. en bas. Et après, on sera bon. Et moi, j'ai une mouche. Ah, J'ai un... j'ai ah, un intrus dans ma pièce, ça va être horrible. franchement, ça fait plaisir de te voir avec les couleurs de 90 minutes sans filtre. Gaëtan, on est vraiment content de pouvoir te recevoir ce soir. Euh, Bah, merci à vous. on adore le thème. On adore le thème. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Bah, écoute, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les 75 personnes qui sont encore là? Donc moi, c'est Gaëtan Lalouette, comme vous l'avez vu dans le titre du live. J'étais du coup, moi, de base infirmier, donc un métier qui peut parler à tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de soignants qui cherchent à quitter ce milieu-là, et je pense à eux aujourd'hui. En tout cas, c'est pas impossible.
puisque je l'ai fait, et je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et le cheminement pour passer de salarié du coup à rentier. Donc, il n'y a pas de secret quand on commence. Moi, personnellement, quand j'ai commencé dans la vie, j'avais un salaire d'infirmier, c'est-à-dire en gros 1400 € par mois. Donc, avec ça, on peut pas abattre des montagnes, quoi. Hein. Donc, j'ai dû me retrousser les manches, acheter un bien où je devais réaliser des travaux, et je n'avais pas les fonds nécessaires pour embaucher des entreprises. Donc, j'ai réalisé pendant 2 ans des travaux dans une maison que j'ai divisée en 4 logements. Donc, c'est ton premier, excuse-moi, Gaëtan, c'est ton premier achat immobilier, c'est une maison? Voilà, c'était une maison. On peut connaître juste le secteur, la région, autour le de Lille, département? autour de Lille. Autour de Lille, ok. Voilà. Donc, je commence à travailler, je vois que le travail, c'est pas trop fait pour moi dès le départ. Et là, me vient une idée, tiens, je vais acheter des biens. Enfin, après, il y a une petite histoire derrière ça, mais c'est un peu long à expliquer. Donc j'achète un bien à faible coût, 60 000 €. Donc on était en 2013, il me semble, premier achat. Et de là, donc j'ai des mensualités assez faibles puisqu'on n'avait pas les mêmes taux qu'aujourd'hui. Et je me retrouve en 2 ans de temps en cumulant travail et travaux. Puisqu'infirmier, vous le savez, les travaux toi-même j'ai tout fait moi-même. J'ai tout fait moi-même. Donc tu as divisé une maison en 4 appartements? Voilà, c'est ça. En fait, Mais tu avais des connaissances dans le bricolage, dans le... Alors, pas du tout. En fait, si vous voulez, pour la petite anecdote, j'aime bien la dire, mais le premier mur que j'ai fait, il s'est effondré. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas, quoi. Hein. Je ne savais pas visser. Explique-nous justement comment, excuse-moi si on peut faire une petite parenthèse là-dessus, mais tu peux nous expliquer comment tu as appris ça, du coup, tu t'es formé sur YouTube, tu as fait ça comment? En fait, sur Internet, dans les magasins de bricolage, auprès de connaissances, de proches. J'ai demandé des conseils à droite, à gauche. C'est bien, c'est tout l'inverse que je dis dans mes lives. Surtout, ne faites pas les choses vous-même, faites-les faire par des pros. Ouais, mais quand on n'a pas les moyens, en fait, un salarié, concrètement, il faut être réaliste. Un salarié, aujourd'hui, le salaire médian moyen, c'est 2 000 € par mois. Moi, j'étais à 1 400. Comment voulez-vous qu'il finance les travaux de rénovation par une entreprise? C'est impossible. J'avais pas le choix, en fait. Si je voulais me sortir de ma condition sociale, je devais, entre guillemets, me sortir les doigts du cul et apprendre. Donc, j'ai pas eu le choix, j'étais face au mur. Du coup, j'ai appris, j'ai eu des ratés, j'ai recommencé, j'ai persévéré. Et du coup, au bout de 2 ans de travail cumulé avec des travaux, j'avais 4 lots qui me généraient 2 000 € par mois pour 300 € de mensualité de crédit. Alors, donc 4 lots, 2 000 € par mois. Voilà. Et combien de crédits, pardon? 300. 300 € de crédit. Puisque j'ai financé les travaux avec mon épargne. Ah, d'accord. Donc, tu as financé les travaux avec ton épargne. Combien t'ont coûté les travaux? On puisse savoir le coût global. De mémoire, ça devait être 25 000 €, un truc comme ça. Ok, donc en dépenses. En matière première, du coup. Voilà, en gros, les placos, les vis, les enduits, cuisine et tout ce qui suit, quoi. Parce que du coup, t'as pas eu de main d'œuvre, c'est que toi qui as travaillé. Voilà, c'est ça. Ok. Et la durée des travaux, pardon, tu l'as dit, 2 ans? 2 ans, en fait, parce que, faut savoir, j'étais en horaire posté. Du coup, quand je finissais ma journée de boulot, j'allais sur chantier. Les week-ends, c'était chantier. Les vacances, c'était chantier. Alors, du coup, après coup, excuse-moi. Vas-y, Mo, vas-y. J'ai une question. Du coup, ton crédit, tu le payais ou pas à ce moment-là? Ouais, je le payais, 300 € par mois, ouais. Ok, d'accord. J'ai pas fait de différé. Alors, en fait, moi, si vous voulez, j'ai pas un profil habituel, c'est que je vais pas chercher à l'optimisation, pas mettre d'apport, pas faire de différé de prêt, etc. Non, moi, en plus, j'ai fait peut-être des erreurs de débutant, c'est que j'ai été carrément voir le banquier, j'ai dit, bah voilà, je veux acheter une maison pour la diviser en 4 studios, et c'est passé. Voilà. Bon. Ok. Bon, c'était en 2013, c'était une autre époque, je pense. Ouais. Okay. Moi, j'avais une question. Est-ce que, juste une petite question, est-ce que après coup, tu referais la même chose, ou est-ce que tu te dis que pendant 2 ans, tu as loupé potentiellement, on va dire, si les travaux étaient faits par des pros en 2 mois, tu as loupé une vingtaine de mois à 2 000 €, donc tu as loupé quasiment 40 000 €. Est-ce que après coup, tu te dis, si j'avais pris des artisans, j'aurais pu empocher des loyers plus vite et potentiellement gagner plus d'argent? En fait, on peut avoir cette réflexion-là, mais moi, en fait, quand on est salarié, la plupart des gens qui nous regardent, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent pas se permettre de payer des travaux.
Je n'avais pas le choix de toute manière, je n'avais même pas la question à me poser, j'avais pas l'argent pour. Bah, t'avais pas Donc, le choix. Avec ton idée du moment, je m'excuse, mais aujourd'hui, à 60 000 euros, tu aurais très bien pu en trouver un à 50 000 et financer le restant en crédit ou alors avec ton épargne, justement, payer les travaux ou avec, après coup, du coup, un ouais, crédit mais à la alors, conso à après, 300 euros que tu aurais faut payé. savoir qu'après, on vient manger sa capacité d'endettement et qu'il est très dur de réenchaîner. D'accord. Plus on Ok. maintient un taux d'endettement bas, plus on peut enchaîner les biens. Ok. Donc Ok. moi, je Donc, regrette pas du tout, dans le sens aussi où j'ai appris tous les gestes et le métier un peu entre guillemets du bâtiment. Donc maintenant, quand je délègue, si parfois ça m'arrive de déléguer, je vois très bien si un artisan fait bien le taf ou pas le taf, et je suis capable de faire par moi-même. Donc je ne Mhm. regrette pas, parce que c'est un apprentissage qui va me servir toute ma vie en fait. Ok. ok. Donc, cette première maison divisée en quatre. Donc, on est à combien de cash flow? Les charges étaient de combien? On est à combien de cash flow? Alors le cash flow, en gros, en brut, une fois que j'avais déduit le crédit, il me restait 1007. Les charges, il n'y en avait pas énormément en fait. Il y avait l'électricité, puisque je ne pouvais pas. Alors là, c'est une particularité, c'est que si vous voulez mettre des sous-compteurs, il faut créer des places parking. Je ne pouvais pas le faire. Du coup, en fait, si vous voulez créer des compteurs, il faut des places parking. Donc moi, j'ai mis des sous-compteurs. Donc les compteurs, le compteur était à mon nom. Il l'est toujours d'ailleurs, parce que j'ai toujours le bien. Donc j'ai inclus dans les charges fixes la consommation électrique. Et l'eau, par contre, c'est les locataires qui payent. Donc en fait, en charge, il me reste l'électricité. Bon, allez, si on veut titiller, il reste 1500 crédits que j'ai clôturé depuis. Donc bon. Mais bon, en gros, moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que mon salaire était de 1400 euros et que moi, j'avais l'équivalent en 2 ans de boulot. Donc mon calcul était vite fait. Je me suis dit, je me donne à fond mon immobilier, quoi. Ok, donc ça c'est ton premier achat. Voilà. Ok, ensuite. Donc ensuite, je pars sur. Alors avec cette fameuse règle qui avait évolué des places parking, j'arrivais plus à me relancer sur des projets de division parce que c'était beaucoup plus contraignant au niveau de ma mairie pour diviser des maisons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des petites maisons, en fait des maisons à petite surface, en gros entre 30 et 50 mètres carrés, qui étaient entre guillemets il y avait peu de concurrence, ça intéressait pas les familles. Donc c'était des surfaces un peu délaissées où il y avait un bon levier de négociation. Donc je me concentrais sur ce type de biens qui me généraient des cash flows moins intéressants, mais en gros j'avais des mensualités de crédit autour des 200 euros pour des loyers de 500 euros. Ok, donc tu te couvrais un peu avec les charges à peu de choses près et tu avais encore un petit quelque chose. Ouais, voilà. Ça, Ok, ça, ça t'en as, s'autofinançait largement, quoi. Bon. t'en as acheté combien? Et tu nous as pas dit pour le mode d'exploitation de la première. T'étais en Alors, location, la c'était quoi, de première, la j'avais coloc, fait une c'était quoi? petite erreur, c'est que j'étais parti sur LMNP. Après, en fait, ce qu'il y avait comme souci, c'est qu'il y avait trop de turnover au niveau des locataires. Comme c'était des studios et des étudiants, il y en a qui rataient leurs examens, donc ils libéraient les logements. Le temps que je retrouve un locataire, parce que moi je ne suis pas en zone tendue, ce qui se passait, c'est que j'avais des périodes de vacation, donc des périodes où je ne percevais pas de loyer. Et donc j'ai switché, je passais au foncier réel, et là j'ai déduit mes travaux, etc. Ah, là, tu vas te faire un copain au-dessus de moi, là. Ouais, ouais, c'est Après, c'est le régime que j'utilise aussi. Donc tu es passé au foncier réel et donc tu louais à quoi des jeunes c'était actifs des études. J'avais sur les 4 logements, au début, j'avais une jeune actif et 3 étudiants. En majorité, ça reste des étudiants puisqu'il y a une université en fait juste à côté, à 5 minutes à pied. Ok. Ok, Juste d'accord. avant Donc qu'on ensuite, continue, on n'a ouais, pas vas-y. spécifié un petit peu là pour les cadeaux, etc. Les amis, pour ceux qui nous rejoignent, qui connaissent pas trop le fonctionnement de 90 minutes sans filtre, parce qu'en fait, on est tellement habitué à voir nos habitués qui sont tout le temps là. Ouais. Il y a aussi beaucoup de nouvelles personnes qui nous rejoignent en live. Du coup, pour les 90 personnes quasiment qui sont là, sachez qu'il y a des cadeaux à gagner. Alors on vous l'a pas dit, on vous le dira à la fin, mais il y a une petite surprise à la fin. On vous fait un petit teasing, mais si vous êtes là tout le long du live, il y aura aussi une opportunité pour vous de gagner quelque chose.
mais sinon il y aura un tirage au sort qui permettra à l'un d'entre vous de gagner ce qu'il y a sur la tête de Gaëtan là, un livre et un coaching privé, et avec un tirage au sort qui sera fait dans l'after à la suite de ce live. Mais pour ça, on n'a pas défini le nombre de likes. C'est vrai. 75 000, 100 000, on se base sur combien? Moi, Gaëtan, je donne le micro à Gaëtan. Qu'est-ce que tu te sens capable de faire, Gaëtan? Moi, après, les likes, c'est pas pour moi une fin en soi. Mais ce que je veux, c'est celui qui est le plus engagé dans ce live, qui donne, qui appuie et qui tapote, c'est entre guillemets le récompensé, c'est qu'il en veut, c'est un peu l'esprit de l'investisseur, de l'investissement immobilier. Et cette personne-là, je tiens à la récompenser en lui envoyant le livre en format papier et en lui offrant l'heure de coaching sur la thématique qu'il souhaite de la finance, l'éducation financière ou l'investissement immobilier. Trop cool, merci beaucoup en tout cas pour le cadeau. On peut continuer. Disons quand même, les amis, on va se mettre un palier. 60 000 likes, on débloque les cadeaux offerts par Gaëtan. Donc, on a passé cette première maison, tu as divisé en 4. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup donc la suite? Donc, tu as acheté des petites maisons. Combien? Voilà. J'en ai acheté trois petites maisons dans un premier temps. Et après, en fait, je me suis dit, bon, allez, maintenant, je vise les immeubles. Bon, c'était un rêve, ça me paraissait inatteignable. Et j'ai bien galéré d'ailleurs à avoir mon financement. Je me rappelle que, en fait, si vous voulez, j'ai dû me présenter dans ma banque. Enfin, la banque, j'ai changé depuis où j'étais à l'époque. Et le dossier n'avance pas de réponse. Et donc, je me tape le culot d'aller dans le même groupe, mais dans une banque, donc de la même ville, du même groupe, mais géré par un autre directeur. Et je lui ai dit, bah écoutez, je comprends pas, mon dossier, j'ai pas de retour. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Et du coup, il s'avère qu'ils étaient un peu en conflit. J'ai rencontré le directeur et il m'a validé le dossier. Ok, donc ça c'est le premier immeuble. Voilà. Ok. Et la suite de ton parcours, c'est Et à la date suite, en fait, là où c'est t'en es. que je suis resté sur ce patrimoine-là. Ok. J'ai acheté ma résidence principale et après, je suis Ok. parti sur d'autres modes de location, comme la location courte durée. Ok. Trop cool. Merci beaucoup pour ce parcours. On va rentrer dans le vif du sujet. Il est déjà Ouais. 21h50. Le vif du sujet, c'est comment passer de salarié à rentier. Alors justement, tu nous as pas dit, et c'est cool, comme ça on va pouvoir le découvrir, à partir de quand tu as pu remplacer ton salaire. Enfin, remplacer ton salaire, En tu nous l'as gros, c'était expliqué. pendant le Covid que le remplacer le salaire, ça s'est fait très vite. En deux ans, entre guillemets, mon premier investissement, j'avais déjà l'équivalent de mon salaire. Mais au fur et à mesure des investissements, je vivais de plus en plus confortablement et j'avais de moins en moins envie de me lever pour aller travailler. Du coup, pendant le Covid, je me suis mis à écrire le livre qui est en vente sur Amazon pendant une année. Et c'est de là où j'ai, entre guillemets, définitivement fait le switch de salarié à rentier. Mais tu Donc vivais où? dès le Comment? premier, je m'excuse Mathieu, mais dès le premier, l'argent tu le prenais comme revenu ou tu l'as réinvesti l'argent sur le Euh, premier bien. En fait, moi, si vous voulez, je suis un gros épargnant. Tout ce que je peux mettre de côté, je mets de côté. Et tout ce qui est sur mes comptes est réinvesti à un moment donné. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de belle voiture, il n'y a pas de dépenses frivoles. Moi, clairement, j'encaisse, je coffre et je réinvestis derrière. Ok. Et moi, ma question, c'était du coup, tu vivais où? Alors, c'est pas la ville, hein, que je te demande pas où tu vis, mais Oui, tu oui, vivais oui, dans oui. une RP, tu vivais dans ta famille, Je, je vivais, entre guillemets, j'étais Ok. locataire, mais à un prix raisonnable parce que c'était par quelqu'un que je connaissais, entre guillemets. Ok, ouais, Donc parce que j'avais j'allais te cette dire, c'est facilité-là. quelqu'un qui gagne 1400 € par mois et qui en plus a un loyer. Est-ce que du coup, lui, il va lui falloir plus de 2 ans pour faire tout ce que tu as fait? Est-ce qu'il faut, enfin, tu vois, Bon, il y a après, il toute peut cette très bien démarche vivre dans la aussi. maison en travaux, hein. Moi, je dis c'est une question de détermination. Celui qui en veut, il y arrive. Moi, s'il aurait fallu que je vive dans les gravats pendant 2 ans, j'aurais fait le premier studio en attendant que les autres soient finis. J'aurais vécu dans le premier studio. Quelqu'un qui en veut, qui a la niaque, qui est déterminé, n'importe quel obstacle, il va réussir. Je connais plein de gens qui retournent vivre chez leurs parents, il n'y a pas de honte.
ils peuvent aller chez leurs parents le temps de lancer leur investissement. Et une fois que ça rentre, après, devenir locataire ou propriétaire. Gaëtan, comme tu dois le savoir, probablement, et enfin, j'en suis certain, même si on vit en fin de compte chez ses parents ou ailleurs, tu le sais, la banque prend et simule en fin de compte un loyer ou un crédit. Est-ce que dans ce cas-là, enfin, qu'est-ce que tu conseilles, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, aux gens pour qu'ils puissent, parce que toi, tu as dépassé ta capacité d'emprunt, j'imagine, puisque déjà, le premier, on était à 300 euros de crédit, donc j'imagine qu'à un moment, tu as dû la dépasser. Qu'est-ce qui t'a fait passer ce pas-là, en fait? Comment tu as pu la dépasser? Moi, en fait, avec les banquiers, j'ai jamais eu trop ce sujet qui a été mis sur la table. Alors, je sais pas si c'est une chance ou un hasard, mais le banquier, il voyait quoi? Il voyait que j'en voulais, que le calcul de rentabilité il était bon, que l'argent, j'avais de l'épargne, que l'épargne était croissante de mois en mois, que je gérais bien mes finances, que j'étais quelqu'un de sérieux, que donc voilà, mes dossiers passaient. Et même quand ils passaient pas, je vous dis, moi j'allais à la banque, la rue d'en face, et j'allais voir, même s'il fallait voir 20 banques, j'allais voir 20 banques, mais je ne lâchais pas l'affaire. C'est aussi une question de motivation. Si vous vous arrêtez au refus ou à un non, bah forcément, vous vous arrêterez au 35% d'endettement. On nous pose une question parce qu'il y a quelque chose qui est important aussi dans ce que tu nous as expliqué, c'est que tu gagnais 1400 euros par mois, que tu nous as parlé quand même d'apport, enfin pas d'apport, en tout cas d'épargne que tu avais pour pouvoir payer les travaux. Il y a quelqu'un qui nous a demandé si tu as touché un héritage. Alors la question sous-jacente, c'est est-ce que tu avais beaucoup d'argent de côté pour commencer cette aventure ou pas du tout? Alors, ça faisait 1 an que je bossais. Je devais avoir peut-être grand max une épargne de 10 000 euros, mais en fait, si vous voulez, avec l'argent qui rentrait mensuellement, j'achetais les travaux au fur et à mesure, d'où les délais aussi de 2 ans. Ok, oui. Après, on peut pas parler aussi, on peut pas comparer aujourd'hui et il y a 10 ans. Les prix des matériaux n'étaient pas les mêmes. Il y a eu l'inflation qui est passée par là. Hein. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que en commentaire, il y a des gens qui sont un peu dans la même situation de départ de Gaëtan là en ce moment, c'est-à-dire des gens qui sont salariés et qui aujourd'hui gagneraient, je dirais, parce que bon, 1400 il y a 10 ans, ça doit peut-être être aujourd'hui 1700, 1800, je vais dire. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens en commentaire là qui sont dans ce cas-là, salariés entre 1700 et 2000 euros net par mois? En attendant d'avoir les réponses, dites-nous dans les commentaires si vous êtes salarié, donnez-nous votre situation professionnelle et le salaire si vous avez envie de le donner pour qu'on voit un petit peu où vous en êtes. Ça va nous permettre un peu d'ajuster aussi en fonction des personnes qui sont là. Gaëtan, concrètement, ça veut dire quoi être rentier immobilier? Parce que c'est un gros mot qu'on entend partout. Ouais. Ça veut dire quoi être rentier immobilier? Normalement, ça veut dire vivre de ses rentes, c'est-à-dire ne plus avoir besoin d'échanger son temps contre de l'argent. Concrètement, être salarié. Après, il y a différents types de rentiers. Je suis pas multimillionnaire. Vous pouvez être rentier avec 1500 euros par mois. Si ça vous suffit pour vivre, vous êtes rentier par définition. Après, ça dépend de l'objectif de chacun. Il y en a qui seront très heureux avec des rentes de 1500 euros par mois, d'autres 3000, d'autres 5000, d'autres 10 000. Après, à chacun de se fixer son objectif. Ok. Tu vois, j'en ai vu une dizaine. J'en ai vu une dizaine qui sont dans le cas de Gaëtan au démarrage, là, à peu près, qui ont commenté en tout cas. C'est ce que j'ai dit. Il y a des gens aussi qui nous ont dit qu'ils ont déjà bien commencé l'investissement. Il y a en tout cas beaucoup de personnes qui étaient dans ta situation à l'époque. Et du coup, concrètement, par quoi tu leur conseilles de commencer? On commence par quoi? C'est quoi la première étape? Alors, on a compris que ta première étape, je gagne 1650 euros net, là, comme Kim. Je fais quoi? Il me dit comment je fais pour investir. La première étape, je pense, c'est psychologique. Ok, c'est de faire sauter les barrières, les pensées limitantes, de se dire je suis ouvrier, je suis salarié et je ne pourrai jamais vivre de mes rentes. Il faut savoir qu'en France, enfin, moi je parle pour la France puisqu'on est en France, le système scolaire il nous apprend à quoi? Entre guillemets à respecter des règles, à se lever à des horaires et à être récompensé quand on fait bien notre taf. C'est aussi je crache pas sur le système scolaire, c'est très important de bien travailler à l'école, d'avoir des bonnes notes et d'avoir un bagage. Mais il faut savoir qu'il y a une autre vie qui est possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'échanger son temps contre de l'argent. Alors la plupart d'entre nous, on a un entourage qui est essentiellement constitué de salariés et on a
entre guillemets, la pensée limitante de se dire que ce n'est pas possible. Mais faut essayer de passer au-delà et de se dire, si c'est possible, je peux vivre de mes rentes, je peux déjà le réaliser. Une fois qu'on a déjà passé cette première barrière psychologique, c'est déjà de trouver son pourquoi. Parce que je ne vais pas vous vendre du rêve, je ne vais pas vous dire que c'est simple de passer de salarié à rentier. Moi, pendant 10 ans, j'ai quand même bossé comme un acharné. Donc, le pourquoi, ça peut être quoi? Ça peut être passer plus de temps en famille, ça peut être voyager, ça peut être vivre de ses passions. Après, plus le pourquoi va être fort, plus la réussite sera grande. Donc pour moi, la première étape, elle est psychologique, clairement. Ok, très bien. Alors on nous parle souvent du gros mot mindset, c'est à ça que tu fais référence. Oui, si on veut faire un petit anglicisme, c'est ça, le mindset. L'état d'esprit. Voilà, l'état d'esprit, voilà. Franchement, c'est voilà, se décorréler un peu de la pensée populaire, de se dire que le seul moyen de vivre, c'est d'échanger son temps contre de l'argent. D'ailleurs, pour la petite dizaine de personnes là qui a dit, qui ont tous mis qu'ils étaient un peu dans la même situation que Gaëtan il y a 10 ans, si vous pouvez nous dire aussi qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui, parce que si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes en train d'écouter ce live, c'est que ça peut forcément vous intéresser. On est tous d'accord sur ça. Mais aujourd'hui, vous, en commentaire, dites-nous qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui. Est-ce que c'est la peur des travaux, la peur de trouver un bien, la galère pour trouver un bien? Enfin, dites-le nous en commentaire qu'on va surtout avancer. Mais quel serait leur pourquoi? Quelle est la raison qui les pousserait à ne plus être salariés? Parce qu'il y a des personnes qui sont très heureuses en tant que salariés, qui sont très épanouies. Et moi, j'ai rien contre ça. Après voilà, mais ces personnes-là ne seront jamais rentières, puisque entre guillemets ils sont épanouis dans leur boulot, ils ont leur petit train-train quotidien et bon, il n'y a pas de raison de changer. Donc franchement, quel est votre pourquoi? C'est aussi une question à vous poser. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pousserait à vous lancer dans l'immobilier pour devenir rentier? Alors on a plein de choses, c'est assez intéressant parce qu'on nous parle à la fois des artisans, à la fois des taux. On va répondre à tout ça, les amis, mais c'est très intéressant. Il faut noter tout ça, hein. Les taux, les artisans, parce qu'on va en parler après. Donc, les taux, les artisans, et de ne pas travailler toute ma vie, me détruire la santé. À la fin, peur de rien trouver de rentable, avoir de la retraite, c'est le pourquoi, ça. Les taux d'endettement, c'est la peur. Le point bloquant, c'est aussi de trouver le temps de faire tout ça. Donc le temps qu'on vient additionner en fin de compte à son travail de salarié. Après, on a plein de phrases intéressantes là. Après, il n'y a pas de secret, hein, je ne vais pas vous mentir. Si vous voulez être rentier, vous allez devoir travailler 2 fois plus pendant quelques années. J'ai pas de baguette magique pour vous. À moins d'un héritage, bon, moi j'ai pas eu la chance que ça m'arrive. Faut travailler plus que les autres. Mais faut vous dire que c'est peut-être sacrifier 2 à 3 années de votre vie pour en profiter tout le restant. Le salaire moyen en France, il est de 2000 euros. Les retraites, il me semble que c'est 1500 euros de pension retraite en moyenne au jour d'aujourd'hui, sans réforme. Et avec des durées, j'avais lu, l'objectif européen, c'est quand même 67 ans. Et on va y arriver. Donc, est-ce que vous avez envie de travailler jusque 67 ans? Moi, non, j'ai pas envie de travailler jusque 67 ans. Mais concrètement, alors c'est très intéressant tout ce que vous avez dit, je vous en remercie. Dites-nous d'ailleurs votre pourquoi, parce que vous avez beaucoup parlé des peurs, donnez aussi le pourquoi que Gaëtan a demandé. Mais Gaëtan, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que tu dis qu'il faut pas, enfin, tu parles de l'histoire du temps. Alors moi, tu le sais, je suis investisseur immobilier. Moi, c'est superposé à mon travail de salarié, parce que je suis responsable régional dans la restauration. Du temps, l'immobilier, ça m'en prend quand même. Gérer les locataires, alors je fais de la location nue, donc je suis dans le système où j'ai moins de temps, mais du temps, ça m'en prend quand même. Chercher un bien, ça prend du temps. Suivre les travaux, ça prend du temps. Gérer des locataires, ça prend du temps. Donc, puis après, la gestion locative, etc., ça prend du temps. Est-ce que ça te prend autant de temps qu'un travail 35 heures semaine? Moi, pas du tout. Alors, tout dépend. Tout dépend à combien de biens t'es, mais pour remplacer mon salaire, en tout cas, en mettant des crédits en face, sans parler de ta situation, et on va t'écouter. Mais moi, en tout cas, à l'endroit où j'investis, si il fallait remplacer mon salaire, ça me prendrait quand même beaucoup de temps, et je serais à un moment bloqué. Après, moi, je parle
à ceux qui ont un peu la même situation, moi qui, on va dire aujourd'hui, gagne 1800 euros par mois. Après, je ne connais pas ton salaire. Mais quelqu'un qui gagne 1800 euros par mois, crois-moi, il va s'y retrouver. Ok. Donc là, on nous parlait on nous posait des questions concrètes. Il faut commencer par sa résidence principale ou alors c'est une erreur de commencer par sa résidence principale? Alors, il y a différentes stratégies. Soit vous allez acheter votre résidence principale et faire ce que j'appelle de l'achat-revente via le statut de la résidence principale, c'est-à-dire ne pas payer d'impôt sur les plus-values. Si c'est bien fait, les impôts normalement n'auront rien à redire. C'est-à-dire que vous allez acheter un bien à travaux, réaliser des travaux, apporter une plus-value au bien et prendre, entre guillemets, la plus-value pour la réinvestir. Mais si c'est pour acheter votre résidence principale et vivre dedans, vous allez clairement, si vous avez un revenu assez bas, être bloqué. Donc je vous conseille de commencer par investir. Ok, donc on commence par investir. Alors maintenant, tu peux nous expliquer, on a compris l'état d'esprit. Alors moi, je suis 700% d'accord avec toi, je voudrais d'abord le dire. Alors on peut ne pas être d'accord aussi, mais pour le coup, pour moi, c'est la première barrière, et c'est souvent d'ailleurs la seule barrière qui reste aux gens, parce que les gens qui viennent me parler en message privé, et ça doit être ton cas également, c'est des gens qui ont beaucoup plus d'épargne que quand moi j'avais commencé, c'est des gens qui ont beaucoup plus de tout que quand moi j'avais commencé, et ce qui les bloque, c'est souvent la peur. Maintenant que la peur est passée, on va dire que toutes les personnes, là, les 10 personnes, ils ont écouté le live de ce soir, la peur elle est passée. J'ai pas de connaissances, je fais comment pour commencer concrètement? Je fais comment? Avant que tu répondes, avant que tu répondes, je veux juste rappeler à certaines personnes le fonctionnement de ce live, parce comme je dit tout à l'heure, il y a souvent des nouvelles personnes qui arrivent en cours de live et qui nous connaissent pas, alors que on est déjà au 10e, c'est le 10e épisode, je crois. 10e, 11e. 11e. J'y arrive même plus, ça y est, on a enchaîné. Pour ceux qui sont dans les commentaires, vous posez vos questions. On essaye, alors j'essaye de les noter au maximum, mais dans la durée du live, bien évidemment, on va vous répondre. Après, vous l'avez compris, ça reste un débat, ça reste un échange. On n'est pas là à lire toutes les questions et à vous répondre dans la seconde. Vous notez vos questions, je note vos questions, et au fur et à mesure du live, soit on arrive à y répondre de manière, parce qu'on a quand même un guide, on essaye de suivre une liste de questions préétablies, et ensuite, si on répond pas à vos questions, ben moi j'arrive, j'interviens, et je dis, hop, on va poser cette question-là, et du coup on répond à vos questions. Il faut être juste un petit peu présent sur le live, ne pas swiper comme vous le faites sur TikTok habituellement, et dans la durée, on répondra à vos questions. Bon, et je précise, il y a un cadeau à gagner pour ceux qui nous rejoignent. C'est écrit juste au-dessus de Gaëtan. À partir de 60 000 likes, on en est à 30 000. Parmi les meilleurs spectateurs seront sélectionnés. Il y aura une personne de sélectionnée dans un premier temps, parce qu'il y a une autre surprise après, mais ça, on vous le dira à la fin du live. Une personne sera sélectionnée pour gagner le livre de Gaëtan et un coaching privé avec Gaëtan, les amis. Donc, n'hésitez pas à tapoter pour atteindre les 60 000. Pour tapoter, c'est juste ici sur mon front. Donc, on peut commencer par sa résidence principale, mais c'est pour faire une plus-value, pour pouvoir ensuite réinvestir. Ou alors, il faut aller, du coup, acheter un bien locatif, c'est ce que tu nous dis. Comment on fait pour acheter un bien locatif? Comment on trouve un bien rentable? Tu peux nous expliquer les étapes de, justement, tout simplement, acheter un bien. Concrètement, en tout cas, moi, ma tactique, c'est de trouver des biens où il y a des problèmes. Si vous voulez un bien rentable, si vous prenez un bien lambda qui tourne, qui est propre, qui a un bon locataire, vous ne ferez pas des rentabilités de ouf. Moi, j'allais soit me diriger vers des biens où il y avait des travaux ou des problèmes de locataires. C'est-à-dire que, entre guillemets, le propriétaire avait du mal à vendre, il y avait un bon pouvoir de négociation et de là, moi, je pouvais faire ma rentabilité. Si vous voulez un logement clé en main qui tourne tout seul, vous allez construire un patrimoine dans le temps, hein, c'est très bien, mais alors là, vous n'allez pas générer des cash flows et des revenus qui vont vous permettre, entre guillemets, de devenir rentier à l'instant T. Mais tu dis donc acheter des biens à problème, ce que je comprends plutôt bien parce que c'est aussi l'une de mes stratégies, mais pour un premier achat, un bien à problème, comment je fais après pour résoudre les problèmes? Ah bah, faut en vouloir. Alors typiquement, je peux vous donner un exemple. Moi, j'ai acheté un bien squatté par des SDF, des toxicos. Bon, ils avaient un bail, c'était insalubre.
J'ai dû faire des pétitions, j'ai dû contacter le maire, j'ai dû faire des démarches juridiques pour expulser, entre guillemets, les personnes. Mais le bien, bien sûr, je l'ai eu à un prix auquel je n'aurais jamais eu ce bien si j'avais pas fait tout ça. Et un an après, j'ai pu commencer les travaux et générer des revenus. Ok. Et ce bien-là, comment tu le trouves, le premier, sur les sites d'annonces classiques? On nous parle de vente judiciaire, on nous parle de mauvais DPE. Est-ce que tout ça, tu considères ça comme Bah, à des... l'époque, le DPE, c'était pas trop d'actualité. Ça va peut-être le devenir. J'y crois moyennement, mais bon, vu la crise du logement, je pense qu'ils vont revoir leur copie. Euh, À moi, typiquement, Le Bon Coin, j'ai trouvé 90% des biens sur Le Bon Coin. Voilà. Hein, je sais que tout le monde dit a des stratégies magiques. Moi, Le Bon Coin, ça marchait très bien. Après, il y a la technique de déambuler dans les villes, repérer les maisons vides, et puis faire des démarches auprès des impôts pour trouver le propriétaire et lui envoyer une offre d'achat. Ok. Il y a une autre question qui revient, mais de manière un Mhm. peu différente. Mhm. Alors, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui nous demandait, il disait comment acheter un immeuble. Parce que toi, t'as acheté un immeuble, hein, c'est ce que t'as fait. Mhm. Après, t'as fait 4 appartements dedans. Mhm. Comment t'as fait pour acheter? Alors, c'était en 2013, on le rappelle aussi à Enfin, tout le l'immeuble, monde. c'était plus tard, hein, il me semble que c'était 2017. Enfin, Ok, il y a un bien que j'ai divisé et un immeuble que j'ai acheté, hein. ok. Et Déjà, du coup, la question c'était, comment t'as fait pour acheter un bien qui est du coup un peu plus conséquent, alors que eux, ils n'arrivent pas à acheter leur RP, ou alors même, ils ont déjà acheté un bien et ils n'arrivent pas à acheter un deuxième bien. Donc, en gros, la question sous-jacente, mhm. c'est, ben, comment tu fais toi pour continuer à racheter des biens les uns après les autres, si c'est ce que tu fais, alors que eux sont bloqués. Du coup, Bah, ils sont en train de... concrètement, je pense que s'ils sont bloqués, c'est soit qu'ils n'ont pas assez d'épargne, soit le taux d'endettement est mauvais. Voilà, après, il n'y a pas de secret. Quand on va voir le banquier, qu'on a 50 000 euros sur sur son compte en banque, qu'on va emprunter 150 000, le banquier se dit, bon, il y a déjà 50 000 de côté, je lui mets un apport, je vais m'équiper auprès de cette banque, je suis un bon client. Monsieur le banquier, quels sont vos objectifs cette année? Je dois vendre des mutuelles. Bah, je vous prends des mutuelles santé. Je vais prendre la carte Gold, je vais prendre l'assurance juridique. Voilà, faut jouer le jeu aussi avec la banque. Vous pouvez ne pas être la personne qui a le plus d'argent dans votre banque, mais par contre, vous pouvez être le meilleur client. C'est-à-dire que le banquier, ce qu'il regarde aussi, c'est combien un client lui rapporte chaque mois. S'il voit que vous avez toutes vos assurances habitation, les mutuelles, l'assistance juridique et tout un tas de services que propose la banque, euh, il va être beaucoup plus enclin à accepter votre offre de prêt parce qu'il ne va pas vouloir vous perdre. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse. Comment on choisit l'emplacement? Toi, tu es plutôt friand de investir là où on habite, ou alors on peut investir loin parce qu'il y a une zone qui est plus intéressante avec justement des zones un peu comme celle que tu as expliquées, hein. C'est des zones un peu reculées avec des prix moins chers qui sont autour des grandes villes. Moi, concrètement, j'achète où j'habite. Parce que dans ma ville, en tout cas, j'ai bien remarqué d'une rue à l'autre, c'est pas du tout les mêmes rendements, les mêmes populations. Donc moi, c'est une ville que je connais comme ma poche, concrètement. Donc je ne vais pas m'aventurer plus loin que cette ville. Après, je pense que c'est possible, mais du coup, il va falloir consacrer beaucoup plus de temps à l'étude de l'emplacement, de la ville, etc., quoi. Moi, et puis Ouais. comme en fait, si vous voulez, je fais les travaux moi-même, je gère les locataires moi-même. Si je suis pas sur place, je vais devoir prendre ma voiture. Ça va pas être ergonomique pour moi. Il vaut mieux que je sois sur place. Dès qu'il y a un problème, en 5 minutes, j'y suis et je règle le problème, quoi. Alors, on a plusieurs personnes qui sont d'accord avec toi dans le live. Choisir un bien dans un quartier, choisir le pire bien, un bien éclaté au sol, comme disent les jeunes, Ouais. dans un quartier super, c'est ça la bonne stratégie? Bah, dans l'immobilier, ce qui compte, c'est l'emplacement. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que c'est l'emplacement qui va faire que votre bien va prendre de la valeur dans le temps. Ok. Alors pour ceux qui sont là, dites-nous, parce que maintenant on est 90, dites-nous quelle est votre situation là maintenant. Alors si vous pouvez nous donner le salaire si vous avez envie de le donner, mais votre situation, le salaire et est-ce que vous êtes justement en phase d'achat, est-ce que vous avez envie d'investir ou pas? Dites-le nous en commentaire qu'on puisse un petit peu réagir avec Gaëtan. Donc
Ok, donc Je vois beaucoup de l'emplacement. personnes, Imo, Ouais. et d'ailleurs, je sais pas toi ce que tu en penses, c'est vrai qu'on en a jamais trop parlé, mais il y a beaucoup de personnes là qui disent, et c'est vrai, ils ont déjà investi dans leur RP, et Mhm. du coup, ils sont bloqués. Et je le vois depuis tout à l'heure en commentaire, il y a des gens qui disent, mais moi, je paye déjà un loi. Donc ça, on l'a déjà évoqué, et c'est vrai que prendre une RP et du coup se bloquer son taux d'endettement, c'est dommage. Mais est-ce que vous êtes capable de vendre votre RP pour décider, c'est un peu ce qu'il disait Gaëtan au début, ça dépend de votre détermination. Aujourd'hui, vous savez que votre RP vous bloque à investir dans l'immobilier. Est-ce que vous êtes capable de De vendre votre vendre. RP pour recommencer tout à zéro et reprendre de l'investissement locatif? Ça, c'est vraiment une question, je pense, qui est importante aussi. Gaëtan, toi, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu aurais vendu ta RP pour recommencer tout? Alors, moi, déjà merci à Jonathan parce que je vois qu'il éclate le game. Et alors, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est déjà quel est le taux auquel vous avez eu votre prêt. Aujourd'hui, c'est dommage de solder des prêts à 1% quand on a des taux à 5-6%. Donc ça, c'est déjà un facteur à prendre en compte. Bon, moi, ces personnes-là, s'ils ont des taux à 1%, je leur conseillerais, est-ce qu'ils sont prêts, leur RP, s'il y a une grande surface, à la diviser et la mettre en location? Est-ce qu'ils seraient prêts à faire de la location courte durée avec? Puisque un prêt à 1%, faut pas vendre. Pour moi, c'est une erreur. Deuxièmement, si ils ont des prêts plus hauts, des taux plus hauts, est-ce que, pour moi, ils devraient vendre s'il y a d'autant plus une plus-value à prendre, puisqu'ils ne paieront pas d'impôt sur cette plus-value. Pas de cotisation sociale, pas d'impôt, c'est direct in the pocket. Donc pourquoi se refuser ça? Là, du coup, c'est Alors, vendu. Comment? Pour ne pas avoir à payer d'impôts, c'est parce que tu as vendu ta RP. Je dis aux personnes, si leur taux est moins intéressant que 1%, là vous devez vendre s'il y a une plus-value à prendre et vous ne paierez pas d'impôt sur cette plus-value. Ok, tu nous pardon, ok. disais, tu nous disais tout à l'heure que toi, tu t'investis autour de chez toi. Tu n'as pas vraiment répondu à ma question parce qu'il y a des gens qui habitent à Paris. Et À du Paris, coup, ouais. eh oui, et donc du coup, 1400 euros à Paris. Alors j'ai fait en plus Ouais, une mais vidéo là-dessus il y a À pas Paris, longtemps. franchement, il y a des chambres de bonne abordables, il me semble quand même. J'avais checké un peu, on peut quand même trouver des chambres de bonne, des studios. Et Paris, il n'y a pas que les beaux quartiers, il y a aussi des quartiers un peu plus, enfin, Donc en abordables, il me région semble, à Paris. parisienne. Voilà. Ok. Bon, Donc moi, toi, ce je que sais tu que je dis, c'est m'étais trouver posé le la bon question endroit. d'acheter. Comment? Alors justement, c'est intéressant là ce sujet-là parce que tu sais, les gens se Mhm, tombent souvent en fin de compte sur les endroits dont tu parles. mhm. Et je peux prendre plein d'exemples dans plusieurs régions parce que moi j'ai investi dans plusieurs régions. Si par exemple je prends les Alpes-Maritimes, bah, à Nice, impossible d'accéder au centre-ville et vous pouvez aller à la Trinité qui est un quartier populaire, même pour pas dire un petit peu dangereux, et vous trouverez des biens rentables. Pareil en Alsace pour les Alsaciens qui sont là, à Mulhouse, dans des quartiers un peu reculés, vous allez trouver des biens rentables. Mais toi, du coup, est-ce que tu dis aux gens d'aller investir, par exemple, dans le 93, dans un quartier chaud, pour Non, leur prendre un bien clairement, immobilier non, je vais pas quand même conseiller ça. Je vais plutôt D'accord. conseiller à ces personnes-là d'aller sur des surfaces plus petites, du coup qui rentreraient dans leur budget, et de se lancer plus, surtout sur Paris, sur la courte durée, quoi. Ok, d'accord. Parce que la courte durée sur Paris, on a les JO qui approchent, franchement, Mais Paris aujourd'hui, on est à 10 000 euros du mètre carré en moyenne. Alors, on est un peu en dessous maintenant, mais même un studio de 10 mètres carrés, c'est 100 000 euros. Et 100 000 euros aujourd'hui avec un taux à 5, si je gagne 1 800 euros, c'est déjà tendu pour moi. après, j'en reviens toujours à, en fait, je vais même, peut-être que j'ai pas assez insisté là-dessus, c'est que avant même d'investir, faut aussi être éduqué financièrement. C'est apprendre à gérer son argent, c'est mettre de l'argent de côté, épargner, c'est-à-dire ne pas acheter des actifs, ne pas acheter des passifs, mais acheter des actifs. D'ailleurs, Tu n'hésitez peux expliquer pas. ça, ça veut dire quoi? Un actif, c'est quelque chose qui va se valoriser dans le temps. Un passif, c'est quelque chose qui va perdre de la valeur dans le temps. En gros, si j'achète une voiture, en tout cas selon moi, et selon Robert Kiyosaki, si je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, un passif, typiquement, je vois beaucoup de gens qui achètent des voitures qui ont des revenus lambda, qui friment dans des belles voitures. Moi, ma voiture, elle vaut rien du tout. Pourquoi? Parce que j'estime, à part si c'est une voiture de collection qui va se valoriser dans le temps, que c'est une perte d'argent.
la voiture, une fois sortie du garage, du concessionnaire, elle décote. Après, un actif, ça va se valoriser dans le temps. Si vous passez votre temps à mettre votre argent dans des choses qui vont faire prendre de la valeur à votre épargne, il n'y a pas de secret. Vous allez avoir une épargne qui va croître. Vous allez avoir un bon dossier bancaire. Ça veut dire quoi aussi l'éducation financière? C'est préparer son dossier bancaire. On ne va pas voir le banquier avec un dossier de merde. On s'y prépare 3 mois à l'avance. C'est-à-dire, on n'achète pas des téléviseurs à 1000 balles. On n'achète pas le dernier iPhone. On ne va pas faire des retraits en espèces. On ne joue pas au casino. On ne fait pas des paris sportifs en ligne. Il y a plein de choses qui font apparaître des petits voyants rouges chez le banquier. Et ça se prépare. J'ai commencé en désaccord, j'ai fini d'accord. Mais c'est parce qu'en fait, non mais s'il y a des comptables dans le live, t'as commencé en disant actif et pour nous une voiture c'est un actif en comptabilité. Et donc quand tu disais les actifs c'est des choses qui prennent de la valeur, je me suis senti agressé là. Mais ça va. Après j'ai compris le raisonnement. Après voilà, ça vient pas de moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est d'ailleurs un livre que je conseille à tout le monde. C'est Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Non, mais c'est parce que en gestion, en comptabilité, un j'entends bien. actif, c'est quelque chose que tu possèdes. Donc, Ouais, une voiture, tu la mais possèdes, c'est un actif. Mais après, Voilà. j'ai compris ta définition. Ta Voilà. définition, c'est de te dire, un actif, c'est Mais que du plus qui prend de la valeur. c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu sais, on est au 11e épisode et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dit par tout le monde. On avait Make You la semaine dernière, je sais pas si tu le connais, mais il Je expliquait le qu'il a connais. dormi dans son van pendant 2 ans pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et donc, justement, c'est un moment vivre un peu en dessous de ses moyens, enfin en dessous de ses moyens, avec ce qu'il faut pour pouvoir vivre. Une voiture, peu importe la voiture, elle va d'un point A à un point B, c'est ce que tu nous expliques. Le titre du livre, tu peux nous le redonner? Alors c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Voilà, mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que tous les investisseurs qui ont, en tout cas, réussi un parcours comme le tien, disent la même chose que toi. Donc, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu, parce que je sais que c'est important aussi pour toi, de l'entourage. Tu en as parlé un tout petit peu avant, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de l'entourage L'entourage, hélas, pour ma part, il a joué plus en ma défaveur qu'en ma faveur. Moi, j'ai grandi dans des quartiers chauds. J'ai pas eu la chance d'être dans un milieu privilégié, entre guillemets, avec une famille ouvrière. Donc avec des pensées limitantes, faut que tu trouves un job, faut que tu aies un CDI, mais l'entourage, entre guillemets, faut savoir s'en détacher aussi. Mais la chance que j'ai eue, moi, bon alors j'en ai parlé dans un podcast, mais c'est que moi j'avais une grand-mère qui était du coup ouvrière, mais de base elle était issue d'une famille de rentiers. Donc, si vous voulez, ma grand-mère qui est décédée au jour d'aujourd'hui, m'a élevé jusqu'à mes 6 ans. Et si vous voulez, cette personne-là m'a, entre guillemets, transmis une vision de vie. C'est qu'il était possible de vivre de ses rentes. Elle m'expliquait, voilà, moi, mon père, mon grand-père, il avait des terres, il les louait, il percevait des rentes, ils avaient les dernières voitures de collection. Mais bon, elle n'a rien eu, puisqu'au final, dans ces familles-là, il fallait, entre guillemets, aller avec un conjoint, enfin c'était un mariage d'argent qu'elle a refusé, elle a choisi l'amour pour mon grand-père et elle a été déshéritée. Donc elle a été cantinière toute sa vie, mon grand-père ouvrier de voirie, donc ils n'avaient pas d'argent, mais elle m'a transmis cette vision, cet état d'esprit. Ok, Et d'accord. du coup, dans l'entourage, alors là, tu as parlé de l'entourage très proche, mais après, dans l'entourage professionnel, est-ce que tu t'es vite entouré, par exemple, à travailler régulièrement avec un notaire, le même banquier, le même comptable, est-ce que tu t'es créé un entourage à qui tu es resté fidèle ou est-ce que tu es plutôt du genre à changer Là, pour j'ai trouvé un négocier très bon banquier avec qui je m'entends très bien, mais dans les débuts, en fait, si vous voulez, c'est que quand on commence, on n'est pas forcément pris au sérieux. Voilà, vous êtes salarié, vous gagnez 1500 euros par mois, il n'y a personne que ça intéresse vraiment. Les gens, ils vont plutôt rigoler, se dire, bah dis donc, t'as pas vu le petit rigolo que j'ai vu là. Donc au début, ça c'est dur de se faire un réseau. Le réseau,
on va dire qu'on va se le faire, je pense, plus quand on commence à prendre une assise. Mais moi, je dis, il faut persévérer, faut avoir la niaque, quoi. Mais bon, le réseau, on l'a pas comme ça, quoi. Moi, vous ayez la chance d'être dans un milieu favorisé. Et Le ensuite, réseau. Mhm. ensuite, une fois que tu as eu cette assise, Bon, une fois qu'on a cette assise, bah, on a un ami banquier, qui a un ami notaire, qui a un ami agent immobilier, qui nous appelle. Et puis voilà, après, ça se fait tout seul. Moi, maintenant, c'est quand je vais voir mon banquier, j'ai son numéro de téléphone, etc. Et à chaque fois, il me dit, bon, bah alors, c'est quand qu'on finance un projet. Il regarde même plus le taux d'endettement. Il va vous conseiller, il va vous dire, ah bah je connais telle personne, on va monter une SCI comme ci, comme ça. Donc bon, après, plus en fait les premiers biens sont les plus durs à avoir. Une fois que vous allez commencer à avoir un patrimoine, que vous allez rembourser certains prêts pour entre guillemets avoir des biens pour montrer votre sérieux, bon, après ça s'enchaîne. Ok. On parlait beaucoup parce que tu disais qu'il faut quand même trouver des biens. Est-ce que tu peux répondre déjà à Jonathan qui nous a posé la question plusieurs fois et à Ouais. d'autres personnes? Combien tu as de biens aujourd'hui, Gaëtan? Ça Aujourd'hui, intéresse les j'ai gens. une dizaine de lots. Voilà. Ok. Et donc, comment aujourd'hui, donc tu nous as parlé des travaux à faire soi-même. Mhm. Comment justement tu comptes. Enfin, alors d'abord, tu dis qu'il faut les faire soi-même. Toi, Non, tu je dis pas qu'il conseilles. faut les faire soi-même. Alors, Je est-ce que dis tu peux nous juste expliquer que justement la notion de travaux? quelqu'un qui a des salaires élevés, il peut se permettre de prendre des entrepreneurs, de faire du déficit, etc. Si on a Quel- le choix, on prend des entrepreneurs, c'est ce que tu nous dis? Moi, avec recul, maintenant, il m'arrive de déléguer. Et ça m'arrive de D'accord. déléguer. Mais je ne regrette pas d'avoir appris tous les gestes métiers, puisque moi, ça me permet de suivre les chantiers, ça me permet aussi de faire par moi-même. Après, il est sûr que quand vous allez acheter un immeuble de 6 lots, vous n'allez pas pouvoir rénover les 6 lots à vous tout seul. Du moins, vous allez pouvoir le faire quand vous avez 20 ans, mais au fil des années, vous allez fatiguer, quoi. Au bout d'un moment, il faut savoir, entre guillemets, déléguer. Donc, je commence le premier et les suivants, si je peux déléguer, je délègue. C'est ça que tu nous dis? Disons que moi, je pense que c'est bien aussi de commencer par soi-même, surtout quand on a des bas salaires. Ça apprend aussi le boulot, ça apprend le métier, et ça permet de réduire les coûts, de préserver un taux d'endettement faible et d'enchaîner. Une fois que là, vous avez plus de moyens financiers, vous pouvez déléguer, faire plus de déficit, entre guillemets. Ok. Alors, justement, quand on veut déléguer, comment on fait pour trouver? J'ai encore eu quelqu'un au téléphone aujourd'hui qui Mhm. disait, j'ai un artisan, il a stoppé le chantier, il a plus de trésorerie parce que c'est compliqué le secteur de l'immobilier, mais c'est compliqué aussi pour les artisans. Comment on fait pour trouver le bon artisan? Alors déjà, premier point, on évite les devis tout compris, c'est-à-dire pas détaillés. Je vous refais l'appart pour 7 000 sans expliquer quoi qu'est-ce. Faut des devis détaillés. Il y a tant de surface à mettre en placo, ça fait tant. Il y a l'isolation, ça fait tant. Il y a la plomberie, c'est tel type de plomberie, c'est norme française, ça fait tant. C'est tel type de sol, c'est tel type de... Voilà, il faut vraiment un devis détaillé, avec le prix de chaque prestation. Ensuite, le bouche à oreille et également éviter les devis type du genre 30% à la signature, 30% au début des travaux et 40% à la fin. Pourquoi? Parce que vous allez signer le devis. Donc il va vous dire, bon, bah, ça fait 30%. Imaginons on part sur une enveloppe de 10 000. Vous allez verser 3 000. Le lendemain, je peux vous assurer qu'il est chez vous, il pose le premier placo. 30%, ça fait 6 000. Croyez-moi qu'il n'est pas motivé pour finir le chantier. Il a déjà eu 6 000 sur les 10 000, il a posé un placo. Donc, surtout, quand vous faites un devis, vous donnez le minimum possible au départ. Voilà. Et vous Ok. essayez aussi de passer par des prestataires qui vous sont recommandés. Et d'ailleurs, j'avais failli me faire avoir. Il y a un artisan qui insistait, moi, pour me montrer ses chantiers. Et j'ai compris son manège, c'est qu'il allait dans les chantiers d'autres personnes pour dire regardez comme j'ai bien travaillé. Donc il faut aussi être méfiant par rapport à ça, quoi. Ok. Ok. Donc, tu dis qu'il faut quand même être méfiant et qu'il peut y avoir des arnaques Ah bah sur le site des travaux. et c'est courant. Les arnaques dans le milieu du bâtiment, c'est courant. Et il faut avoir du caractère, parce que moi je ne compte plus les heures où j'ai passé. D'ailleurs, quand je délègue, ce qui me fatigue,
c'est que je passe autant de temps à gueuler sur les artisans que à faire les travaux moi-même. Limite, je suis obligé de leur prendre les outils des mains, leur montrer comment on fait et de leur gueuler dessus pour que ça avance, quoi. Donc moi, après, il y a des bons artisans, on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a des très bons et il y en a des mauvais, c'est comme tout. Comme partout. Alors, il y a beaucoup de monde, avant de répondre à cette question-là qu'on nous pose sur le taux d'endettement, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints, qui connaissent pas le fonctionnement. Alors, ce soir, c'est 90 minutes sans filtre. Vous voyez qu'on répond pas à vos questions de suite. On les note et on répond au fur et à mesure pour garder le fil conducteur des personnes qui étaient là depuis le début. C'est le principe de l'émission. Ça a lieu tous les lundis soirs. Ce soir, le sujet, c'est comment passer de salarié à rentier. Gaëtan, qui est ici, était infirmier il y a encore quelques années et il est devenu rentier immobilier. Il nous explique tout le cheminement. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le début, il y aura une rediffusion. Et je vous rappelle qu'aussi, qu'à partir de 60 000 likes sur le live, il y a 2 cadeaux à gagner, un livre, un coaching privé fait par Gaëtan. Donc le livre, c'est celui que Gaëtan a écrit et une petite surprise à la fin du live, mais ça, je vous en dis pas plus pour le moment. Pour tapoter, ça se passe juste ici, sur moi. Gaëtan, aujourd'hui, les taux d'endettement sont, pas les taux d'endettement, les taux d'intérêt sont presque à 5%. Donc c'est pas ce qui était quand tu as commencé. Voilà. Et c'est pas les mêmes prix que quand tu as commencé non plus. Concrètement, est-ce que c'est un problème pour toi ça aujourd'hui? Et si oui, comment on peut pallier à ce problème? On va pas dire que ça facilite les choses pour ceux qui commencent, hein. Mais après, je pense que bon, on est dans une période un peu compliquée et que c'est transitoire. Je pense que les prix du marché vont s'ajuster, que les taux vont redescendre. Après, ceux qui ont la chance de pouvoir malgré tout emprunter, allez-y. De toute manière, là en France, on a une chance, c'est que on peut renégocier son prêt. Donc même si vous avez aujourd'hui un taux à 5%, si dans 2 ans il est à 2%, vous allez pouvoir renégocier votre prêt dans une autre banque et donc avoir un taux à 2%. Par contre, si dans quelques années on passe à 10%, c'est trop tard. Donc ceux qui peuvent, allez-y. Et ceux qui peuvent pas, améliorer entre guillemets votre situation financière, épargnez, prenez un autre job, cumulez 2 jobs, augmentez vos revenus. Ok, d'accord. Donc il faut augmenter ses revenus, autrement renégocier. Moi, pour la petite anecdote, je connais une personne que j'ai suivie. J'étais épaté, c'est que il cumule 2 boulots, un travail de nuit, un travail de jour, et il gagne 5 000 € par mois. Le mec, il en veut, quoi. Donc on en revient toujours au même point. Ceux qui réussissent, c'est pas en se mettant dans leur canapé devant TPMP. Au bout d'un moment, faut bosser. Voilà. Ok. Donc on a compris que tu n'aimais pas forcément Cyril Hanouna et Enfin, TPMP. j'ai rien contre lui, hein, mais On l'attaque sur un live TikTok, tu peux avoir des retours. Non, mais je rigole bien entendu. On a bien compris ce que tu as dit. TPMP ou Netflix, comme ça on attaque encore plus gros. Mais il faut à un moment passer à l'action. Je voyais tout à l'heure quelqu'un dans le live, et je suis d'accord avec toi Gaëtan sur ce sujet, en étant aussi investisseur immobilier. Je voyais quelqu'un dans le live, je crois que c'est Peyrota. Je sais pas si tu es encore là, mais tu disais que tu travaillais 50 heures par semaine et que tu n'avais pas le temps. Tu avais tout ce qu'il fallait, mais pas le temps d'investir. C'est justement de ça qu'il s'agit. Il faut le prendre, le temps. Le temps, on l'a tous, il faut le prendre. Je peux vous assurer que les 3 personnes que vous voyez autour de l'écran ont des journées très chargées, mais on prend le temps de tout. Par exemple, être avec vous ce soir, et je te remercie Gaëtan de partager ce moment avec nous, c'est du temps pris. On décide de le prendre ou de pas le prendre. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment pour vendre? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que c'est le bon moment pour vendre ou pas? Est-ce qu'il y a un bon moment d'abord pour vendre ou pour acheter? disons que le meilleur moment pour vendre, c'était pendant le Covid. Actuellement, je pense pas que ce soit le bon moment, mais bon, après, c'est-à-dire qu'il y a l'offre et la demande. Tout bien peut se vendre au prix du marché. Après, si vous voulez vendre à un certain prix et que c'est pas le prix du marché, vous ne vendrez pas. Voilà. Alors, il y a Jonathan qui insiste. Est-ce que tu as refait le mur depuis qu'il s'est effondré, Gaëtan? Oui, je l'ai refait dans la semaine qui suivait. Alors, on le rappelle, Gaëtan nous a expliqué le premier bien qu'il a acheté. C'était une maison qu'il a divisée en plusieurs lots. Il a fait les travaux lui-même et il n'y connaissait rien. Donc, le premier mur qu'il a monté, c'est un mur qui s'est effondré. Merci Jonathan pour les cadeaux.
Alors ça, on l'a Bon, fait. Je vais juste prendre j'ai quelques une questions. On a des question. questions? Ouais, Ouais. alors je voulais savoir sur le guide fil qu'on prépare Mhm. longtemps à l'avance de ce live à chaque fois. Euh, je voulais savoir où on en était par rapport à la fiscalité, tu sais, par rapport aux choix juridiques et fiscaux, parce On que y est depuis tout à l'heure bientôt. dans les commentaires, On a, alors, on arrive bientôt. c'est pas pour qu'on parle, c'est pas pour que je prenne la parole. C'est parce que depuis tout à l'heure dans les commentaires, on a quelqu'un qui nous a dit qu'elle avait commencé en nu, qu'elle se faisait défoncer en impôts, Mhm. etc., etc. Donc on parle d'éducation fiscale. Il y a aussi l'éducation juridique. Tout ça fait partie de l'éducation financière, bien évidemment. Et du coup, je sais pas si on y est presque. Est-ce qu'on leur dit d'attendre 5 minutes, on finalise les Alors, deux, trois regarde, questions, ou est-ce qu'on enchaîne? on Moi, sait je dis faire, qu'on on leur sait dit faire. déjà de faire péter les likes et puis on va se chauffer. C'est ça. Ici, 60 000 les amis pour déclencher le cadeau. Et à 60 000, je vous propose deux choses. On déclenche les cadeaux et on donne la parole à Mathieu qui en peut plus. Il veut parler fiscalité, les amis. Avant ça, est-ce que tu peux nous donner, voilà, le cadeau, il est là. Le livre que Gaëtan a écrit. Donc ce sera le cadeau plus une heure de coaching avec l'auteur du livre. Donc vous êtes quand même refait avec ce cadeau. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils et pièges à éviter avant qu'on passe sur la partie fiscalité? Est-ce que tu peux nous donner les conseils et les pièges à éviter? Alors, premier piège à éviter. Alors là, c'est pas pour taper sur les agents immobiliers. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, c'est comme partout. Mais entre guillemets, faut éviter de prendre pour argent comptant ce que l'agent immobilier va vous dire. J'ai déjà moi, par expérience, eu plusieurs fois des agents immobiliers qui voulaient vendre à tout prix, qui m'ont juré A par Z, de A à Z, comme vous voulez, que le bien que j'allais acheter, une fois retapé, ils avaient déjà l'acheteur. Signé, moi je vous le vends à tel prix, là tout de suite, demain. Vous l'achetez tant, je vous le revends le double demain. Donc, pas Alors attends forcément. Gaëtan, parce Ouais, que je vas-y. sais qu'il y a beaucoup d'agents qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez nous dire oui si vous êtes agent immobilier, non si vous l'êtes pas, juste qu'on sache un peu où on en est sur les agents immobiliers pour savoir jusqu'à où on peut taper. Dites-nous, alors Pour déjà savoir Imo, je combien sais que t'es Gaëtan agent. va défoncer d'agents immobiliers ce soir. Alors oui si vous êtes agent, non si vous l'êtes pas. Presque. Presque. Tu sais Coco, oui je sais, oui. On a quand même pas mal d'agents. On va essayer de faire attention, mais il y a des bons agents, il y a des mauvais agents immobiliers. C'est ça que tu nous dis en fait. Voilà, après c'est une question de déontologie. Moi j'en ai eu des très bons, du moins honnêtes, et d'autres qui étaient un peu plus à entre guillemets, ils avaient la niaque, ils voulaient vendre. Voilà, Ok, vendre à tout prix et peu importe voilà, la manière quoi. voilà. J'ai j'ai bien compris. Ok. D'autres pièges à éviter? L'autre piège à éviter, c'est le choix des locataires. C'est-à-dire que si vous partez sur de la longue durée, c'est bien choisir son locataire, bien vérifier sa situation. Et je pense qu'il y en a trop qui vont privilégier les montants des revenus par rapport au métier exercé. Il faut savoir que dans une période comme maintenant, on est quand même dans une période d'instabilité économique où il peut y avoir des licenciements, donc potentiellement des loyers à payer. Comment moi je me protège de ça? C'est que je vais prendre principalement le milieu de la santé, les fonctionnaires, les employés municipaux. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de risques de licenciement. Ok. Milieu de la santé, employés municipaux. Ambulanciers, aides-soignants, infirmiers, gendarmes, police, pompiers, ça c'est un métier qui ne connaît pas la crise, quoi. Ok. Et donc ça, c'est un critère suffisant. Est-ce que tu te protèges toi avec des garanties payantes ou gratuites? Alors moi ce que je prends c'est des garants. Je prends au minimum un garant qui est de parenté directe. Et puis voilà quoi, après même principe. Est-ce que tu prendrais un investisseur immobilier en tant que locataire? On nous dit aussi les pompes funèbres. Actuellement non. Actuellement non. C'est Donc bien, ça tu donne envie d'investir. c'est ça. Euh, après, disons que un investisseur immobilier en général, de toute façon, bon, si c'est un bon investisseur, en général, il a déjà. En fait, ce qui est compliqué, c'est que ce qui va être rassurant pour le propriétaire et ce qui est bien, c'est d'avoir les fiches de paie,
d'avoir, entre guillemets, de pouvoir vérifier sur le site des impôts avec les déclarations fiscales, etc. C'est rassurant. Un investisseur immobilier, bon, moi, j'ai rien contre les investisseurs immobiliers, je suis moi-même investisseur immobilier. Mais déjà, il y a un côté, c'est comme si, est-ce que vous allez louer à un avocat? Bon, il s'y connaît plus, il peut j'allais dire un gros mot, vous embêter sur Non, les il faut y aller. DPE, les On est normes, sur ton filtre. voilà. Donc, bon, moi, je préfère le secteur de la santé et les fonctionnaires, Mais, en tant que locataire. ok, mais concrètement, enfin, un infirmier peut aussi arrêter de te payer C'est demain. beaucoup Donc, plus rare quand même. Je pense que si mais on fait des tu sors d'où statistiques, cette statistique? C'est vraiment ton ressenti ou c'est quelque bah, chose c'est que le tu as plein étudié emploi, quoi. Vous allez sur Pôle emploi, vous tapez infirmier aide-soignant. Moi, j'ai tous les jours des propositions d'embauche. Ouais, mais Euh, si l'infirmier a décidé de s'acheter, je m'excuse, mais si l'infirmier a décidé de s'acheter une voiture avec un leasing oui, ou autre le hyper risque cher, zéro n'existe pas. Mais si vous avez déjà le premier critère, ensuite vous avez le garant, bon, ça limite quand même le risque. ok, donc garantie Visale, Garantie Cautionnéo, Visale, Smart moi je ne Garant, fais tout ça. pas. Garantie D'accord. Visale, je ne fais pas parce que je l'ai fait une fois. Et en fait, si vous voulez, moi concrètement, sur le site Visal, on m'avait dit nous garantissons le dossier. Et après signature et tout du bail, j'ai reçu nous le garantissons, mais c'était un montant inférieur au montant de mon loyer. Donc je me suis dit, c'est quoi ça? Entre guillemets, mon loyer est plafonné. Donc je ne le fais plus. Ok, Moi, c'est des d'accord. garants physiques, parenté directe. Est-ce que tu as d'autres pièges ou conseils, justement, à l'inverse, bon conseil à donner? Alors, après, un petit tips aussi, c'est si vous voulez avoir un dossier bancaire clean, c'est moi ce que je fais, c'est que j'ai deux comptes en banque, dont un que mon banquier ne connaît pas. C'est-à-dire un compte en ligne où je fais tous mes achats un peu frivoles. Alors, Je c'est veux quoi les aller, achats frivoles? Tu peux nous bah, Les donner les la achats. liste? casinos, les jeux en ligne, les jeux d'argent, les... Bah concrètement, il La y a une Coupe du cocaïne en Monde, je espèces, veux tout ça, parier quoi. sur un match, je le fais pas sur mon compte officiel, je le fais sur mon compte en ligne, quoi. Si je veux acheter des crypto-monnaies, je le fais pas sur mon compte officiel, je le fais sur le compte en ligne. On Euh, aurait dû poser une question en commentaire avant. Est-ce que le banquier de Gaëtan est là? Mais je pense qu'il m'en voudrait pas parce que bon, on se dit tout. Mais Pas ça. au moins quand il présente le dossier à son supérieur, ça passe. Ok, tu crois que ton banquier, il est pas là. Maintenant, si ton banquier regarde, c'est foutu. Bon, si le banquier de Gaëtan est là, qu'il se dévoile et comme ça, on en finit. Ok, d'autres conseils ou pièges à éviter? Comment? D'autres conseils à donner, des tips ou des pièges justement à éviter? Non, bah après j'ai déjà fait le tour sur les artisans. Après le conseil, apprendre à épargner, apprendre à s'éduquer, et puis surtout passer à l'action et ne pas se laisser influencer par l'entourage. Gaëtan, on est Oui, aux 60 000 likes. On est aux 60 super. 000 likes et là, tout le monde l'a remarqué. Ça veut Ah dire bah quoi les 60 super. 000 likes? Ça veut dire qu'on déclenche le cadeau. On va arriver à toi, Mathieu. On déclenche le cadeau. L'un de vous sera sélectionné. Donc, comme d'habitude, on va vous faire le truc en vidéo après le live parmi les meilleurs spectateurs, je le répète. Un livre et un coaching privé avec Gaëtan. Donc, restez bien présents sur les réseaux après le live. Il y aura un after live, Mathieu, ou pas? On se l'est pas dit. Ah, je sais pas, ça dépend. Ça Ah, dépend je s'ils sais sont pas. vraiment chauds, quoi. S'ils font vraiment péter les likes. C'est ça. C'est ça. À 75 000, on fait l'after. Ah, 75 000, on fait un after. Donc, sur l'after, si vous arrivez à tapoter jusqu'à 75 000, vous aurez le nom du gagnant. On peut passer à la partie fiscalité, Mathieu, puisqu'on a passé les 60 000. Donc, on va pouvoir, t'inquiète, on va le faire. Les gens sont chauds. Euh, on peut passer à la partie fiscalité. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, un peu comment ça a évolué au fur et à mesure du temps sur la partie fiscale et qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui débute? Enfin, voilà. Parle-nous un peu de fiscalité et Bon, de comment ça fonctionne. après moi je suis pas comptable, je suis pas expert comptable. Moi je vais parler de mon expérience. Ce que j'ai pu constater, c'est que moi qui faisais des travaux, le déficit foncier ça m'allait bien puisque je pouvais déduire mes travaux
et taxes foncières, assurance habitation, intérêt d'emprunt, etc. assez facilement. Donc bon, vous allez vous connecter. Une fois que vous avez compris le principe, ça prend pas longtemps à faire. Et vous allez pouvoir faire du déficit foncier, venir imputer, si vous êtes encore salarié, vos revenus issus de votre salaire. Maintenant, je ne sais plus la limite actuelle. Avant, je crois que c'était 10 700, il me semble. C'est Ouais, ça. c'est toujours ça. C'est 10 700, mais tu peux le multiplier par 2 sous certaines conditions. Tu étais en nom propre, hein? C'était qu'à ton nom, t'avais pas. Moi j'étais en nom propre, ouais. Donc le déficit foncier peut être une solution si vous avez des travaux. Et après, si vous n'avez pas de travaux et peu de déductions à faire, le LMNP, puisque bon, il y a quand même un abattement fiscal, même si en ce moment c'est discuté, qui est intéressant, et il y a la plus-value à la revente qui est sur le régime des particuliers, donc qui reste intéressant. Concrètement, ça va être ça. Ceux qui démarrent, il y a ces deux options-là. Ça sert à rien de partir tout de suite dans une SCI, puisque de toute façon, une SCI, alors moi je suis pas fan des SCI, enfin, mais je vais y venir quand même parce que maintenant je commence à plus avoir le choix. Mais quand on se lance au début, le problème de la SCI, c'est que si vous voulez devenir rentier, c'est que les revenus, les loyers vont être dans la SCI. Et l'avantage de la SCI, c'est de laisser l'argent dans la SCI pour ne pas prendre de dividendes, pour ne pas payer de cotisations sociales. Donc la SCI, après peut-être que tu vas me reprendre Mathieu, peut-être que toi tu as un point de vue autre. Pour moi la SCI va s'orienter soit pour des personnes à haut revenu, soit des personnes qui ont une stratégie plus pour préparer la succession ou investir à plusieurs. Mais en l'occurrence, dans mon cas, pour l'instant, la question, ça ne me paraissait pas judicieux. Ok. Une SCI, c'est toujours 2 personnes, Mathieu? Oui, minimum. Minimum de personnes. Moi j'aime bien dire que la SCI, c'est une double imposition. Vous avez une première imposition sur les sociétés, et ensuite, si vous sortez de l'argent de la SCI, vous allez avoir une deuxième imposition, donc selon l'argent que vous allez sortir selon votre taux d'imposition et les cotisations sociales. La SCI, l'avantage c'est quoi? C'est ceux qui ont beaucoup d'argent, issus par exemple d'une entreprise. Ils vont pouvoir faire circuler l'argent de société en société via une holding. Voilà. Ou, je vous dis, ceux qui ont des hauts salaires pour diminuer leur impôt. Après, l'expert comptable va parler, mais pour nous donner son point de vue. Ouais. Alors, plusieurs points. Déjà, on va reprendre du début de tout ce que tu as dit. Toi, au tout début, quand tu as tout retapé, tu as dit que tu avais tout rasé, tout recommencé, c'est ça? Bon, il n'y avait pas grand-chose à raser, hein. Il y avait plus à faire qu'autre chose, ouais. Ok. Parce que alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut que les gens comprennent. Alors toi, je sais pas si à cette époque-là, tu as eu de la chance, sûrement. Personne n'est venu te voir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes en revenu foncier, c'est-à-dire que vous êtes en U ou en SCI à l'impôt sur le revenu, parce que la SCI, on en reviendra après sur ce que tu disais, mais on n'est pas forcément à l'IS, on peut être à l'impôt Oui, sur voilà, le revenu. exact. Ouais, il y a deux modes de. Ouais. Et du coup, là, vous êtes considéré dans la catégorie des revenus fonciers. Et dans les revenus fonciers, hormis les intérêts qui sont toujours déductibles, les intérêts de l'emprunt, les assurances, les frais de gestionnaire, les frais de compta, la taxe foncière, ce qu'il faut comprendre, c'est que les travaux, il n'y a que les travaux d'entretien qui sont déductibles. Les travaux d'agrandissement, les Oui, c'est travaux, vrai. voilà, ça, ce n'est pas déductible Alors normalement. j'en avais bien Normalement. conscience. Après, voilà, bon, faut jouer aussi avec les limites. Faire un Donc, placo, si pour en moi, c'est plus de du l'entretien. banquier, si en plus du banquier de Gaëtan, on a également le fils, Alors là Voilà, aujourd'hui c'est bon, prescrit. clairement, je peux c'est retourner passé, c'est bosser passé. là. Demain, je crois que je vais reprendre, je vais sur Pôle emploi et je retourne bosser. Non, non, mais c'est prescrit, c'est prescrit. Il faut savoir que c'est 3 ans plus l'année en cours. Ouais. Euh, Par contre, et d'ailleurs ça c'est très important les amis, quand vous faites du déficit foncier, si jamais vous utilisez votre déficit sur des bénéfices 5, 6, 7 ans après, ce déficit que vous utilisez réouvre le droit à un contrôle fiscal sur l'année du déficit. C'est-à-dire que même si les 3 années sont passées, le fait d'utiliser un déficit, par exemple là aujourd'hui, si vous utilisez un déficit de 2017, une année qui s'est déjà prescrite, les impôts normalement en 2017 ne peuvent pas venir contrôler.
si vous utilisez ce déficit foncier sur des bénéfices en 2023, 2017 redevient contrôlable. Ça, il faut y faire attention. Et ensuite, donc pour revenir, donc on avance. Pour moi, la SCI, le rôle de la SCI, il a vraiment, c'est un outil patrimonial quand il est à l'impôt sur le revenu. Parce qu'à l'impôt sur le revenu, la SCI ou en nom propre, vous avez la même fiscalité. C'est exactement les mêmes règles fiscales. C'est la seule différence, elle est que si vous vendez votre SCI et non pas le bien immobilier, vous repassez pas devant le notaire. Si vous avez 3 biens dans 3 SCI différentes, vous pouvez décider, et vous avez 3 enfants, vous pouvez décider de mettre un enfant dans l'un, un enfant dans l'autre, et ainsi de suite. Ça évite aux enfants de se retrouver à 3 dans chaque SCI, dans une seule SCI, avec les conjoints plus tard, leurs futurs enfants plus tard. Ça permet d'optimiser votre héritage. Ça, c'est, entre guillemets, le premier intérêt de la SCI. Après, si vous passez dans une SCI à l'IS, là, Gaëtan a raison, c'est que l'argent appartient vraiment à la SCI et que si vous voulez ressortir l'argent de la SCI, vous devrez prendre à minima des dividendes. Et qui dit dividendes dit des prélèvements sociaux et de l'impôt. Sauf si, après, vous avez une holding par-dessus quand vous avez d'autres activités et que vous passez l'argent au travers des holdings. Mais ça, on va pas rentrer dans tout ça aujourd'hui. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, pour la SCI, effectivement, c'est la différence entre IR et IS. Et la plus grosse différence qu'il y a entre l'IR et l'IS en SCI, c'est que globalement, alors après, il faut étudier les cas des biens ultra rentables ou vraiment pas du tout rentables, mais à l'IR, vous allez payer de l'impôt au quotidien et pas à la sortie, pas sur la plus-value. Et à l'IS, vous n'allez pas payer d'impôt au quotidien et vous en payerez plus à la sortie. Je fais des études, ça pour ceux qui me suivent déjà le savent, mais je pourrais vous montrer dans un de mes lives plus tard que la SCI à l'IS aujourd'hui est quand même très intéressante parce que l'impôt que vous économisez au quotidien vous permet de le réinvestir et vaut mieux, à mon sens, payer de l'impôt à la sortie et pouvoir utiliser de l'argent au quotidien pour potentiellement faire des travaux ou du réinvestissement. Je redonne la main à Imo, parce que sinon je peux parler 3 heures comme ça. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, il y a quelqu'un qui a dit parle français et c'est bien le problème de tout ça. C'est qu'aujourd'hui, je voudrais aussi, moi, juste réagir là-dessus, mais je suis d'accord avec Gaëtan. C'est-à-dire qu'au début, pour moi, il faut pas se poser cette question-là. Parce que sinon, ça t'empêche, en fin de compte, c'est encore un autre frein qui t'empêche, en fin de compte, d'aller passer à l'action. Au début, tu achètes en nom propre, point à la ligne. Et puis après, à un moment ou à un autre, c'est ce que disait Gaëtan aussi, bah, tu rencontres des partenaires, parce que tu commences à avoir une assise, etc. Et à ce moment-là, tu te poses la question de dire, OK, où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'il y a un moment, il faut pas que j'ouvre une SCI, etc. Mais au départ, ne vous posez pas cette question. Achetez en nom propre le premier bien, mis à part si vraiment il y a une situation qui est obligatoire de passer. Voilà, je vais acheter à deux avec quelqu'un, avec un ami. Je veux transmettre le bien. Voilà. S'il n'y a pas ces questions-là, vous êtes juste seul et vous êtes dans une optique de vouloir investir plusieurs fois. Pour moi, il faut y aller en nom propre. Mais je sais que t'es pas d'accord sur ce point-là, parce que on arrive au bout à un cercle vicieux dans lequel je suis aussi rentré, donc je sais bien de quoi je parle. Même sans parler de ça. Oui, mais le problème de l'investisseur qui débute, Gaëtan, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est que déjà il a trop de questions à se poser. Il a les travaux, il a ça. Donc la première question qu'il doit se poser, c'est d'abord l'emplacement. Ensuite, c'est les travaux. Pour moi, la fiscalité, à ce moment-là, en tout cas de ta vie, c'est pas le plus important. Mais c'est mon avis. Mais ouais, mais je suis pas du tout d'accord parce que c'est comme si demain tu dis ben j'ai 25 ans, ben je vais aller j'ai mal au ventre, ben je vais pas voir le docteur, je prends les médicaments tout seul à la maison parce que j'ai pas de cancer, c'est sûr, j'ai que 25 ans. Mais qui nous dit qu'on n'a pas un plus grave problème? Et moi je le compare à ça à chaque fois et je le dis à tout le monde, quand vous lancez un business, allez, vous allez voir, ben comme alors Gaëtan a fait ses travaux tout seul, il a fait tomber son mur, c'est l'exemple parfait. Moi, je suis du principe que aujourd'hui, tu vas voir un expert comptable. Un premier rendez-vous, ça te coûte rien. Tu vas voir un notaire, ça te coûte rien, un premier rendez-vous. Il prend même pas d'argent et il va te démontrer que la fiscalité, c'est ultra important. Tu prends un bien qui te rapporte, alors Gaëtan, c'était à 2000 euros par mois, mais on va peut-être pas prendre ce cas-là, mais ne serait-ce que 1000 euros par mois. Il te rapporte 12 000 euros l'année. Ils vont se mettre en micro-foncier la plupart du temps, en nom propre pour être tranquille. Ils vont lui mettre 30% d'abattement. Il va lui rester 8 ou 9 000 euros. Sur ces 8 ou 9 000 euros, il va payer minimum 17,2, voire même de l'impôt. Ça veut dire qu'il va payer 2 000 euros par an à peu près d'impôt. Donc pendant 5 ans, il fait ça, il a perdu 10 000 balles. Oui, mais
ce que je suis en train de dire, Mathieu, et après on va redonner la main à Gaëtan. Moi, ce que je suis juste en train de dire, c'est que il vaut mieux perdre l'argent sur les impôts, sur la fiscalité, que de le perdre sur l'emplacement, sur justement pour moi, par exemple, les travaux. Pour moi, par exemple, je déconseille à quelqu'un qui commence de commencer par faire ses travaux soi-même. On va avoir chacun, en fin de compte, t'es obligé à un moment de choisir ton chemin au début, tu vas en faire des erreurs quand tu vas te lancer. Et pour moi, la fiscalité, c'est pas la première plus grosse erreur que tu fais. Il y a quelqu'un qui nous dit tout à l'heure, c'est compliqué de revenir en arrière. Je suis d'accord avec ça. Il faut se poser la question très vite. Mais dans les premières questions, vaut mieux se louper sur la fiscalité que sur l'emplacement du bien. C'est mon avis. Mais après, voilà, de toute façon, on sera jamais d'accord sur ça. Et au final, tu as raison parce que tu as perdu beaucoup d'argent. Et ça, tu sais très bien parce qu'on a eu des discussions en privé, toi et moi. Et je suis dans ce cas-là. Mais je regrette pas d'avoir fait ce choix-là parce que si on m'avait parlé de fiscalité comme tu m'en parles aujourd'hui, ça aurait été un frein pour moi à l'époque pour commencer dans l'investissement immobilier parce que c'est très compliqué à comprendre quand t'as pas tous les réflexes et quand tu es un jeune de 20 ans qui démarre, qui a été infirmier et qui du coup en plus a pas forcément d'appétence avec les chiffres, etc. Gaëtan, on te redonne le micro. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la fiscalité? Non, mais pour conclure et pour rester simple, je pense que faut pas oublier qu'être investisseur, c'est aussi avoir une capacité à passer à l'action. Si on commence déjà à penser au problème Z avant même d'avoir attaqué le A, c'est-à-dire poser la première brique, il risque de se passer beaucoup de temps avant de passer à l'action. Je connais énormément de personnes qui sont très calées en immobilier, très calées en fiscalité. Quand je leur demande concrètement t'as fait quoi, j'attends encore parce que je vais vraiment trouver le truc optimum. Bon, c'est ça. Faut savoir aussi foncer. Moi, j'ai pas fait de SCI. Aujourd'hui, je vis de l'immobilier et très confortablement, bien plus confortablement que quand j'étais salarié. Bien sûr, au bout d'un moment, je vais passer par la case SCI. Mais aussi, il y a un avantage d'acheter en nom propre, c'est qu'on peut faire une OBO. C'est-à-dire que quand on a fini de payer ses crédits, on peut... Alors après, il va rebondir. Mais on peut... Alors j'en ai discuté en plus avec mon banquier la semaine dernière. En fait, on peut créer une SCI pour racheter ses biens et encaisser l'argent sur son compte et intégrer ses enfants dans la SCI. C'est-à-dire, en gros, vous avez vos biens, vous les vendez à une société qui vous appartient et où vous avez intégré vos enfants. La société va payer des mensualités de crédit qui vont être remboursées par les loyers et vous aurez le montant cash. Si vous avez un patrimoine d'1 million d'euros, c'est 1 million qui tombe dans votre poche et vous gardez les biens via la SCI. Enfin, je vulgarise, je fais court. Mon banquier m'a dit que c'était un peu bancal puisque on appelle ça un peu de l'optimisation fiscale et c'est un peu, entre guillemets, limite, mais on peut dire aussi que c'est de la réorganisation de patrimoine. Merci. Après, j'espère pour toi que tu les détiens depuis plus de 30 ans, parce que sinon tu vas les payer. Moi, le but, c'est de le faire. Moi, c'est de le faire quand j'aurai un âge plus avancé. Je suis encore jeune. Je me suis lancé il y a 10 ans dans l'immobilier, donc il y a encore un peu tôt, j'ai 34 ans, mais j'y pense déjà pour léguer, pour préparer tout ça, quoi. Oui, mais il faut faire attention, parce que ta fiscalité sur la revente, là, si tu vends à ta SCI, ça veut dire que t'as pas beaucoup d'abattements, parce que ça fait pas longtemps que tu les as. Tu vas payer sur 1 million, tu vas payer beaucoup de plus-value. Je prendrai rendez-vous avec un expert comptable. Non, mais moi je comprends et Mathieu, tu as 100% raison et tu as raison de mettre les garde-fous là-dessus. Moi, tu sais, moi je parle avec mon cœur. Je pense que c'est un peu la même chose, Gaëtan, sur ce sujet-là. Il y a des erreurs au début que tu vas de toute façon faire. Pour moi, ça fait partie des erreurs qu'il vaut mieux faire par rapport à d'autres. C'est ça que je veux dire. Après, si tu peux tout optimiser, et il a raison, parce qu'il y a tellement de monde, et tu le sais, Mathieu aussi, on en voit beaucoup sur les lives, on en voit beaucoup de partout, qui connaissent même plus de choses que moi aujourd'hui, qui est plein de l'eau dans plusieurs régions de France. Ils en connaissent plus que moi, mais ils sont toujours pas passés à l'action. Et ça, c'est un vrai problème aussi d'attendre qu'on soit un expert dans tous les domaines pour passer à l'action. Mais tu as raison sur la fiscalité, c'est toi qui as raison. Il faut, et c'est pour ça que on est aussi là pour sensibiliser les gens, il faut aller voir dès le début un expert comptable si on en a conscience dès le début. Moi maintenant, si je devais passer à l'action et que j'aurais par exemple rencontré, et c'est pour ça que c'est super d'avoir des experts comptables sur TikTok, parce que c'était pas le cas aussi 10 ans en arrière, mais si j'avais croisé ton chemin avant, je serais passé par un expert comptable de suite. Mais ça, c'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Gaëtan,
Déjà, on a passé les 75 000 likes. Vous Super. pouvez aller aux 100 000. Il reste 5 minutes. Normalement, vous pouvez aller aux 100 000. Tu peux nous Gaëtan, tu fais donner. fort, hein. Tu fais fort, Ouais, Gaëtan, sur un live parce que là, tu passes au-dessus de beaucoup oui, de Et oui. monde pourtant, les lives ne sont pas mon point fort. et, et des Eh mecs, ben, et tu passes au-dessus de certains qui ont des communautés qui sont ouais, costauds. ouais. Ouais, ouais. On est au-dessus de toutes les Après, pour grosses communautés qui sont passées. un dernier mot sur les SCI, c'est aussi que déjà, quand on va se rendre chez le banquier, faut savoir aussi que le banquier, il n'a pas forcément les connaissances aussi. Ça dépend du conseiller bancaire. Et que ça peut aussi faire peur au banquier de voir plein de SCI, plein de montages. Et ça peut être aussi un frein selon le conseiller qu'on a. Déjà, moi, j'ai vu des conseillers bancaires qui m'ont dit « Ouh là là, mais c'est quoi tous ces biens Je comprends rien, il y en a de tous les côtés. » Alors que c'était en nom propre. Alors imaginez quand vous commencez à voir plusieurs SCI, quand vous allez voir le banquier, faut vous dire aussi que le banquier n'a pas forcément autant de connaissances que mon conseil de poche et qui va pas forcément comprendre Ah ouais. tous les montages fiscaux et les SCI, etc. Pour la petite anecdote, j'accompagne en ce moment quelqu'un qui était sur TikTok, qui m'a vu sur TikTok et avec qui je suis en train de faire un montage de société. Son banquier, donc il lui a dit à son banquier, il lui a dit mais pourquoi vous voulez faire ça? Qu'est-ce que vous allez faire du bénéfice, etc., etc. Pourquoi vous voulez prendre des tout petits salaires? Il a dit ben, pour le réinvestir dans une holding qui elle achètera un bien immobilier. Il a dit investir dans l'immobilier? Mais vous êtes fou, ne surtout pas faire ça. Donc le banquier qui s'auto au final parce que s'il achète pas de bien, il n'y a pas de crédit. Donc le banquier qui a dit surtout ne pas acheter de biens immobiliers. Mais Et c'est important ce que tu dis, et c'est un vrai frein. Moi, ça a été un frein. Le banquier a été un frein pour passer sur le second bien. On a été obligé de passer dans une autre banque, enfin dans un pôle expertise, mais c'est un vrai problème le banquier. Et c'est vrai, tu as raison, il parle pas le même langage que toi une fois que tu t'es formé, et c'est un vrai frein. Gaëtan, euh, on pose toujours une question à tout le monde, et en plus, on est Mhm. maintenant dans un moment du marché qui est un peu compliqué. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que tu peux nous donner ta vision du marché à court terme, à long terme? Pour toi, ça va évoluer comment? Alors, c'est difficile de se positionner là-dessus, mais toi, c'est Mais quoi ton avis là-dessus? déjà, je tiens à préciser que le livre que j'ai écrit il y a 3 ans, j'avais déjà marqué à la fin du livre qu'on allait avoir une augmentation des taux d'emprunt et une inflation après le Covid. Et c'est en fin de livre. C'est écrit et ça a été publié à 3 ans. Moi, ma vision des choses, j'ai pas de boule de cristal, mais pour moi, on va avoir encore une augmentation des taux. Après, je pense que c'est pas dans l'intérêt de l'économie que les taux grimpent sans cesse et que ça va se calmer avec un tassement des prix de l'immobilier, je pense, de 10%. Après, j'entends tout le monde crier à l'écroulement du marché de l'immobilier. Je vais vous dire pourquoi je pense que ça ne se produira pas. C'est-à-dire qu'en 2008, on a une crise de l'immobilier qui a démarré aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a des taux variables. C'est-à-dire en gros qu'il y a eu des défauts de paiement. Les crédits étaient accordés à des taux variables qui étaient... Donc les personnes arrivaient à payer les mensualités de crédit, les taux ont monté et il y a eu des défauts de paiement, des ventes aux enchères, une chute de 30% des prix de l'immobilier aux États-Unis. En France, ça a eu des répercussions puisqu'il y a des banques qui sont à la fois présents aux US et en Europe et on a eu 10% de correction. Donc moi, aujourd'hui en France, on est toujours sur des taux fixes. Pour moi, maximum correction de 10%. Voilà. Ok. Surtout que l'immobilier est un actif tangible, je le dis souvent, mais je me répète. Une maison à l'effet de pierre, de cuivre, de bois. Les matières premières, les prix flambent. La main-d'œuvre, les prix flambent. Expliquez-moi comment une maison peut voir son prix divisé par 2 alors que tous les matériaux augmentent. Et répond à un besoin réel qui est avoir un toit au-dessus de sa tête et en pleine crise du logement, puisque on sait que de plus en plus de monde ont du mal à se loger actuellement. Moi, personnellement, je ne vois pas comment ça pourrait se produire. Après, je vous laisse la parole pour me donner votre avis. Alors moi, mon avis, il est assez clair. C'est que pour moi, c'est un besoin primaire, hein, de vivre dans un logement et que c'est, je dirais même, moi, je suis encore plus tranchant que toi. Moi, je dis que c'est impossible que l'immobilier chute. C'est impossible. Ou alors, ça veut dire que toute l'économie chute. Et là, on est en train de se parler de complètement autre chose. Et dans ce cas-là, tu ne peux plus rien faire. Mais pour moi, c'est strictement impossible. C'est juste
la loi. Et il suffit de regarder les années en arrière pour comprendre ce qui va se passer aussi dans le futur. Et c'est quand même aujourd'hui un marché sur lequel on a quand même beaucoup de recul. Donc pour moi, c'est totalement impossible que ça arrive. Donc je partage ton avis. Mathieu, un petit avis là-dessus. On est arrivé à l'heure et demie. Ouais. Moi, alors très rapidement, moi, je pense que ça peut baisser, que ça va baisser, forcément, mais ça va se rééquilibrer. Et puis, comme il a montré déjà Immobilier dans une de ses courbes, euh, ça baisse, mais en fait, ça revient jamais au point de départ et ça remonte plus fort et ça rebaisse et ça remonte plus fort. Donc, je pense que ça va baisser et je pense c'est un peu comme la Une bourse, les correction. sociétés capitalisent. Quand toutes les sociétés capitalisent, leur capitalisation continue d'augmenter. Bien évidemment, des fois que ça descend, mais en règle générale, on est tant qu'on sera dans une société capitalistique, tout continuera de monter petit à petit. Il n'y a pas le choix. Bon, ben, écoutez, on est au minimum trois d'accord, donc ça, c'est plutôt cool. Gaëtan, c'était un véritable plaisir de t'avoir ce soir. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, quelles sont un peu quelle est ton actualité du moment, où est-ce qu'on peut te retrouver là, en une minute? Bah, clairement, sur TikTok, l'Alouette Gaëtan, c'est pas plus compliqué que ça. Après, sur Instagram, bon, je suis beaucoup moins actif, mais sur TikTok, j'essaye de publier régulièrement et de temps en temps, vous allez pouvoir me retrouver en live quand j'ai un petit temps de dispo. Et je suis ouvert à toutes les questions, donc n'hésitez pas. Alors, tu es ouvert à toutes les questions, je t'en pose une dernière, elle a été posée plusieurs fois. Ok. Tu gagnes combien tous les mois, Gaëtan? Alors ça, c'est le sujet fâcheux, parce que en Ah, France, donner son salaire, mon Dieu, à chaque fois que j'ai osé donner des montants, ça fait des froids. Bon, en gros, on va Ah, sinon, essayer d'être. sans donner ton salaire, en actif, on sait que tu as à peu près dit bien. Est-ce que parce qu'on a certains qui nous l'ont dit implicitement, est-ce que tu as passé Mhm. le million? Je suis autour des 1 million, un peu plus des 1 million. Ouais. Donc, tu es considéré que dans la catégorie des millionnaires? Bah, oui et non, parce qu'il me reste encore quelques crédits quand même. ok. Mais bon, c'est inéluctable. Je sais que je finirai millionnaire, voire multimillionnaire. Mais ça, parce que j'ai 34 ans, et c'est pas prétentieux de le dire, c'est Mhm. mathématique, ça va arriver. C'est ça qui est fabuleux avec l'investissement, c'est qu'il y a un effet boule de neige. Vous accumulez, vous réinvestissez, vous accumulez, vous réinvestissez. Et au fur et à mesure du temps, bah, voilà, les résultats sont là. Après, en termes de revenus, je peux vous donner juste un exemple, c'est que j'ai un bien en location courte durée et ce bien me rapporte chaque mois minimum 2300 euros et les meilleurs mois 3500 euros. C'est un bien C'est de de la 35 typique. mètres carrés. Ouais, c'est de la typique. On va dire qu'on est presque sur une love room. On va dire qu'on est sur une love room. On l'a vu, ce Enfin, bien disons sur que j'ai mis TikTok. des Ouais. équipements pour me démarquer de la concurrence. J'ai mis un jacuzzi, etc. Et ça cartonne, quoi. On l'a vu sur TikTok, ce bien. Allez retrouver l'Alouette Gaëtan sur son TikTok. Alors, j'ai pas besoin de t'envoyer des followers parce que je crois que tu as déjà une communauté à plus de 70 000 personnes. Donc, en tout cas, c'était vraiment un plaisir pour nous de t'avoir ce soir. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. On va prendre un tout petit temps. Alors, juste après, bien entendu, il y aura le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante. Donc, ça va arriver juste après, les amis. Il y aura bien entendu l'after parce que vous l'avez décidé, vous avez passé les 75 000. Donc, il y aura un after, Mathieu. Donc, ce sera sur le compte de mon conseil de poche juste là. Donc, abonnez-vous aussi pour ceux qui nous découvrent. La semaine prochaine, Mathieu, on reçoit qui et on va parler de quoi? Alors, on reçoit Manon. C'est bizarre, elle n'était pas là ce soir. D'habitude, elle est tout le temps là sur les fins de live. On reçoit Manon et ça va être un live, je pense, qui va être très intéressant également parce que elle va nous expliquer en fait toutes les difficultés qu'il y a actuellement dans la construction neuve parce elle travaille pour des constructeurs. Elle va vous expliquer aussi comment monter un bon dossier quand on veut construire sa RP ou construire un bien neuf. Parce que alors je vais pas vous l'expliquer moi parce que c'est pas mon travail, mais en gros, voilà, Manon est juste là devant nous, Euh, et du coup, elle va nous expliquer un petit peu tout ça, elle va nous expliquer aussi les difficultés actuelles parce que dans le neuf en ce moment, c'est quand même une galère. Elle va nous expliquer, donc on va toucher un peu de tout, on va toucher et les complications du moment, mais aussi
comment monter un bon dossier, quel type de profils ont plus de chances de réussir dans le neuf, quels sont ceux qui sont le plus souvent un peu refoulés. Voilà, je pense qu'elle l'expliquera mieux que moi. Suivez son compte parce qu'elle va sûrement faire des stories en cours de semaine pour présenter le live de la semaine prochaine. Et donc elle vous expliquera aussi ce qu'elle va nous présenter dans ce 90 minutes sans filtre, qui risque de faire aussi un peu de dégâts, qui risque de faire parler, parce que on est sur des sujets qui sont qui bouleversent beaucoup de foyers, beaucoup de familles depuis un moment. Merci Mathieu. On a oublié quelque chose, Gaëtan. On a oublié quelque chose. Tu as offert à quelqu'un ce cadeau, mais je crois que tu avais un autre cadeau pour les gens qui nous écoutent ce soir. Ouais, c'est exact. Donc, pour contextualiser un peu ça, suite à ma découverte du logement atypique en courte durée et devant l'étendue des revenus et les montants, j'ai décidé de lancer une formation pour partager tout ça. J'ai mis du coup cette formation sur TikTok Series. Donc pour ceux qui connaissent, c'est via ma page TikTok, l'onglet Series sous mon profil. Et normalement, cette formation, elle est à 189 €, il me semble. Et là, je l'ai mis à 19 €, c'est-à-dire que je fais presque aucun bénéfice, quelques euros, pour vous, pour les 10 premiers qui prendront la formation. Voilà. Donc les 10 premiers, vous pouvez aller sur son compte, c'est 19 € au lieu de 135, il faut y aller maintenant. Au lieu de 189. Au lieu de 189. Ah, au lieu de 189, 19 € au lieu de 189, les amis. Donc allez-y. Merci beaucoup Gaëtan, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. C'était le 11e épisode de 90 minutes sans filtre. Les amis, on se retrouve sur l'Afterlive, sur le compte de Mon Conseil de Poche. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine Gaëtan. Pour les constructions neuves. Merci beaucoup. Merci à vous tous et merci pour votre participation et pour les likes en tout cas. Merci Mathieu, merci à toi Johansen. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous, à très bientôt. Ciao. Ciao.